Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, comment renouer avec la foi et l'espérance démocratique? Et en seconde partie, retraite, quelles sont les causes et les enseignements de cette crise sociale inédite? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est une icône des Gilets jaunes. Il se positionne comme un militant politique anarchiste de gauche. Il est même soutenu par la gauche radicale en 2005 quand il appelle à voter non au traité de Maastricht. Son blog s'invite alors dans les débats sur ce référendum. En 2007, il soutient le candidat altermondialiste José Bové. En 2016, son nom caracole en tête des candidats sur le site qui fait tant parler de lui, laprimaire.org. En 2017, son cœur balance entre Mélenchon et François Asselineau. En 2019, le divorce avec la France insoumise est consommé et il se rapproche d'Asselineau au nom de la lutte contre le traité européen, jugé par lui comme le marchepied du mondialisme. En 2017, l'épisode des Gilets jaunes le propulse sur le devant de la scène pour sa deuxième marotte. Je veux parler du référendum d'initiative citoyenne. Le RIC est au centre de sa proposition de réforme constitutionnelle pour une démocratie directe. Ses positions originales dérangent, comme le principe d'une assemblée constituante tirée au sort, qu'on le classe comme populiste de gauche ou de droite, peu importe, c'est un adversaire du mondialisme transpartisan qui compte. Je vous demande d'accueillir Étienne Chouard. Bonjour Étienne, je vous en prie. Soyez le bienvenu Étienne Chouard, on est ravis de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Bistro Liberté qui fait une audience de plus en plus importante à chaque fois. Donc vraiment, merci à tous de nous suivre sur TVL. Merci aussi à toutes les équipes que vous ne voyez pas derrière les caméras et qui évidemment participent au succès de cette émission. Alors cher Étienne Chouard, je vous présente d'abord les sociétaires, c'est une tradition qui vont m'accompagner pour vous interroger. Alors tout d'abord Myriam Palloba, qu'on peut applaudir, qui est bien connu du public de TPMP, l'émission de Cyril Hanouna. À sa droite, il a changé de place. Mike Borowski, on peut l'applaudir également. Il y a plus d'ambiance de l'autre côté, j'ai l'impression. Voilà, Mike Borowski, connu également pour sa chaîne Gérard Info, donc. Et alors, à notre gauche, un petit nouveau, il s'appelle Georges Mataran et il a une chaîne YouTube également. Qui s'appelle... La chaîne de Jean-Louis s'applaudit. Il a raison, parce que toi, tu vas le faire également. C'est mon acolyte préféré. Bien entendu, Greg Tabibian. Voilà, pour Je suis pas content TV. Ça va mieux ton petit problème dedans ? Ça va. Bon, écoutez, en tout cas, on est ravis de vous accueillir tous à nouveau. Et donc, Georges, ce soir. Alors, cher Étienne Chouard, c'est un grand plaisir, je le disais, pour nous de vous recevoir ici, dans cette émission, donc Bistro Liberté, qui accueille des gens aussi bien de droite que de gauche, n'en déplaise à nos amis de l'Express et autres journaleux envieux d'une audience qu'ils n'auront jamais, eux. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, cher Étienne Chouard, elle ne concerne pas l'actualité, mais elle vous concerne, vous. J'ai l'impression qu'on ne vous voit plus trop dans les médias. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est parce qu'on ne vous invite plus ? Non, c'est parce qu'on ne m'invite plus. Mais en fait, on ne m'a jamais invité depuis 2005. En 2005, pendant le débat référendaire sur l'anticonstitution européenne, mon nom est arrivé avec une chance. C'était un texte qui a beaucoup circulé et qui a conduit les médias à me faire venir ou à venir chez moi, beaucoup. Ah, vous avez été un peu invité quand même. Vous avez fait une intervention particulièrement marquée chez Frédéric Tadei, c'était dans Ce soir et jamais. Oui, il y en a eu quelques-unes. Et puis un débat, j'avais eu l'occasion aussi d'animer. En 17 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup finalement. Parce qu'en fait, ce que je dis est très subversif, ce que je suggère est très... dissident, et voilà. Et en fait, c'est assez compliqué, je crois, de défendre le principe du gouvernement représentatif que j'appelle l'escroquerie parlementaire.
sérieusement, les yeux dans les yeux, à la loyale. Et donc, dans ce cas-là, ce que font les prétendus journalistes, parce que pour moi, ça n'en sont pas, ça n'en est pas, ils font silence. Comme ils font avec Asselineau, d'ailleurs. Asselineau, ils ne sont pas capables de lui tenir tête, alors ils ne l'invitent pas. Alors que c'est le meilleur connaisseur des sujets européens du pays. Vous trouvez ça normal, donc un penseur comme vous, en réalité, si on regarde bien, donc interdit d'antenne, vous le dites, dans les grands médias, les médias mainstream en tout cas? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais bon, c'est parce qu'on n'est pas en démocratie. Et c'est notre faiblesse, je pense, à nous tous, qui réfléchissons à la politique, c'est qu'on accepte d'appeler démocratie un régime qui est son strict contraire. Une démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos, donc le peuple décide. Et dans le régime dans lequel nous sommes, le peuple ne décide de rien. Il est littéralement mis à l'écart. C'est écrit dans ce petit texte là, c'est le plan de la prison. C'est la Constitution. Il faudrait y ajouter les traités européens. Mais ce texte, la Constitution européenne, la Constitution française et la Constitution européenne, c'est un deuxième mur d'enceinte en fait, nous enferme littéralement. Alors il est écrit nulle part que nous n'avons aucun pouvoir, mais en fait c'est une absence. Nous ne sommes nulle part là-dedans. Et c'est parce que nous ne sommes nulle part que nous sommes impuissants. Et il me semble que ce qui est un peu désespérant, c'est que toutes nos discussions politiques ignorent cette impuissance politique. J'ai l'impression qu'on est comme des prisonniers dans une cellule, des prisonniers, et donc qui ne décidons de rien, et qui regardons par la fenêtre en disant « si on était dehors, il faudrait aller à gauche ». « Non, non, pas du tout, il faudrait aller à droite ». Et on se dispute entre nous dans la cellule, alors que la porte, en fait, de la prison, elle est fermée, mais pas fermée à clé. Il suffirait de la pousser. Tout seul, je ne peux pas la pousser, elle est trop lourde pour moi. Tous les deux, tous les trois, on n'y arriverait pas. Mais si on était tous ensemble, on la pousserait et on s'évaderait. Et en sortant de la prison, on pourrait décider, oui, alors là, ce serait le moment de décider, de se disputer, est-ce qu'on fait des choses de gauche, est-ce qu'on fait des choses de droite, ou autre chose encore. Mais justement, est-ce que l'État ne fait pas exprès, non, mais l'État... ou les pouvoirs publics, ou le système, ou je ne sais pas qu'on peut l'appeler, pour justement nous diviser Oui, bien sûr, bien sûr. Et absolument, c'est un enjeu majeur de nous diviser. Et précisément, les oppositions, ce qu'on appelle les oppositions, l'opposition de gauche, l'opposition de droite, en France, c'est Mélenchon et Le Pen, mais en fait, ils sont à eux deux, volontairement ou non, je ne suis même pas sûr qu'ils en soient conscients, peu importe, mais ils sont une opposition contrôlée, c'est-à-dire ils nous coupent en deux, littéralement. Sur un sujet, alors en gros, c'est quoi? C'est les étrangers. Ouais, ben les étrangers, ils ont qu'à arrêter de se disputer sur les étrangers et dire on décidera par référendum. Voilà, et on se met ensemble. Parce qu'en fait, le fait de nous diviser sur un sujet comme ça, qui en plus n'est pas du tout le sujet essentiel, enfin je veux dire, notre principal sujet, c'est pas celui-là. Il n'y a pas de quoi s'empailler là-dessus si gravement. Ça nous coupe en deux, ce qui fait qu'on ne gagnera jamais une élection. Donc on dirait que tout est fait pour qu'on perde dans un système qui... D'ailleurs, même si on gagnait, nous ne votons jamais. Nous ne faisons qu'élire. Et nous confondons les deux. On dit, on va voter ce que tu as voté. Mais non, mais il ne faut pas dire voter. Voter, c'est décider. Or, nous... Alors, on va commencer à aborder le débat, technique, le premier débat dans un instant. D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes encore professeur. Mais les médias ne parlent pas moins de moi. Les médias n'ont jamais beaucoup parlé de moi. Ils m'ont jamais... Enfin, à chaque fois qu'ils parlent de moi, c'est pour dire c'est le phénomène Chouard en 2005, d'où il sort celui-là, d'un inconnu, un simple bonhomme, dont le texte circule alors que ça échappe à tous les circuits habituels. Et en fait, les gens de TF1 qui viennent chez moi, près d'Aix, en Provence, et puis qui passent la journée avec moi, donc je leur explique toute ma bagarre sur l'Union européenne, la lecture des traités, le fait que ceux qui sont élus n'ont aucun pouvoir, tous ceux qui ont du pouvoir sont pas élus et sont irresponsables, tous ceux qui décident sont totalement irresponsables. Enfin, tous les mécanismes dangereux dans les institutions européennes. Et puis, ça donne 3 minutes au journal à 20h, avec rien. C'est simplement, ils prennent un plan de coupe de mon fils qui est en train de boire un pastis. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est affligeant, quoi. Les médias parlaient de moi, mais pas du tout pour parler de mon travail et de ce sur quoi Alors, en parlant de travail, donc, vous faites quoi aujourd'hui? Vous n'êtes plus professeur? Non, je suis à la retraite depuis 3 ans.
Et donc, enfin, je suis libre de militer. Et vous continuez vos différents travaux politiques, quand même. Oui, voilà. Ceci dit, depuis la réélection de Macron, c'est terrible. Hein. Le fait qu'ils arrivent à faire réélire un tyran pareil, c'est quand même... Il y a un rapport de force qui est dur. Hein. Et donc là, en fait, je bosse sur un projet constituant. C'est-à-dire que j'écris... J'ai du mal à mettre les gens au travail. J'ai vu des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes qui, quand ils me croisent dans la rue, ouvrent leurs bras, prennent dans leurs bras, Étienne Chouard, vous avez changé ma vie, c'est trop bien, continuez, on a besoin... Super, vous avez changé votre vie, c'est une responsabilité, donc vous faites des ateliers constituants. Ah non. Mais pourquoi vous ne faites pas d'ateliers constituants? Et alors, en fait, j'ai du mal à... Je prétends que nous sommes les seuls à être capables d'écrire les règles de notre représentation. Pour l'instant, nous laissons les élus écrire les constitutions, donc les règles de la représentation. Nous laissons d'autres que nous laissons les professionnels de la politique écrire ce texte dans lequel il est décidé qui décide et comment on décide. C'est dans ce texte qu'on décide qui décide. Et nous laissons écrire ce texte par les élus. Après ça, on s'étonne que les élus n'en font qu'à leur tête et que nous ne pouvons rien décider. Ouais, non mais attends, la liberté et la souveraineté, ça s'institue. Et qu'est-ce qu'on fait ? Posez-vous la question, personnellement, individuellement, intimement, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites sur le processus constituant? Quelle est votre réflexion sur qui écrit ce texte? Qui a écrit ces différents textes dans les différents pays du monde? On va y venir, ça va être le sujet vraiment du premier débat qu'on va aborder avec tous nos sociétaires. Et à mon avis, tous les sujets sont inférieurs à celui-là, parce que, je répète, on est dans une prison, on se dispute dans la cellule. Nos discussions sont dérisoires. Que vous ayez raison, que vous ayez tort dans la discussion, peu importe, ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les riches qui ont pris le contrôle en 1789, 18e, 17e, suivant les pays, ou plus tard. Ce sont les riches qui ont pris le contrôle du pouvoir politique en prenant le pouvoir constituant d'abord, et en instituant l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Je répète, l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour programmer, pour prédire que ceux qui ont les moyens d'aider, c'est-à-dire les plus riches, vont gagner tout le temps. Et il y aura une exception de temps en temps, mais la plupart du temps, les riches vont gagner. Donc le mécanisme de l'élection, il donne le pouvoir aux riches. Je me souviens dans une émission avec Greg, j'avais fait le procès de l'élection. Et c'est important que les citoyens reconsidèrent ce qu'ils considèrent, ce que nous apprenons à l'école comme étant le b.a.-ba de la démocratie, l'alpha et l'oméga de nos libertés, soi-disant l'élection, alors que c'est l'outil de notre dépossession politique. L'élection, c'est le moment où tu dis « Ok, j'accepte de ne jamais voter. Voilà, c'est quelqu'un d'autre que je désigne, là, je l'élis, et il va tout voter à ma place. » Ce moment-là, ce serait l'alpha et l'oméga de notre liberté, mais c'est une blague. La seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. On tire au sort. N'importe qui. Oui, n'importe qui. Ils sont moins compétents. Quoi, vous les trouvez compétents? Vous trouvez que ceux qu'on élit sont compétents? C'est une blague. Enfin, l'élection n'est pas du tout une garantie de compétence. Non. Avec le tirage au sort, vous avez en même temps le contrôle des tirés au sort. Et ça change tout, alors qu'avec l'élection, vous n'avez pas de contrôle et les gens sont Étienne, je vous interromps parce que ça va être vraiment le sujet du premier débat. Donc si vous voulez bien, on reparle un petit peu quand même de vous, parce que vous voyez, tout le monde meurt d'envie d'intervenir. Alors d'abord, l'état de la liberté d'expression. La liberté d'expression, on est dans une émission qui s'appelle Bistro Liberté. La liberté d'expression, c'est le fondement de tout système démocratique pour vous? Alors il y a plusieurs fondements, parce que je disais tout à l'heure que la procédure de désignation des représentants est sûrement le fondement central. Le tirage au sort, mais il faut l'apprivoiser. Quand vous l'entendez la première fois, le tirage au sort, il vous fait peur. Il vous dit, si je tirais au sort un con ou un salaud, ou si je tirais au sort, je ne vais pas dire gros mots, mais bon, si je tirais au sort un incapable ou un bandit, les gens ont peur. Évidemment, tout le monde a peur. Les Athéniens, il y a 2500 ans, avaient peur aussi, bien sûr, ils faisaient plus de politique que nous, et pourtant ils ont pratiqué le tirage au sort pendant 200 ans. Ils l'ont pratiqué tous les jours, ils tiraient au sort. Et puis, ils avaient peur de tirer au sort un salaud ou un abruti. Et ils l'ont fait quand même. Comment ils ont fait? Il y avait des institutions complémentaires. On n'institue pas le tirage au sort tout seul. On institue le tirage au sort avec le contrôle des tirés au sort. Avec un contrôle avant le mandat, un contrôle pendant le mandat, un contrôle après le mandat, reddition des comptes. On pouvait le virer à tout moment. Les mandats étaient courts, non renouvelables. Donc il y a toutes sortes d'institutions qui font qu'on n'a pas peur du tout des tirés au sort parce qu'ils sont sous notre contrôle.
Alors qu'avec l'élection, vous voyez bien que 200 ans, on a 200 ans de tirage au sort, pendant 200 ans, c'est les pauvres qui ont gouverné. Et c'était pas la gabegie, c'était la société la plus prospère de l'époque, la plus stable politiquement. Et on a aussi 200 ans d'élections, donc depuis le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe, 200 ans de gouvernement des riches qu'on appelle le capitalisme. Combien de temps les pauvres vont continuer, 99%, combien de temps les 99% vont continuer à défendre l'élection? On est fous, quoi. Genre, on défend une procédure qui nous tient à l'écart, et après ça, on se plaint d'être impuissant politiquement. Enfin, Étienne, vous, personnellement, vous vous définissez comment? De gauche, de droite? D'abord, est-ce que ça va encore dire quelque chose, selon vous? Pour moi, ça veut dire quelque chose, et je trouve que les mots ont été complètement mis à l'envers. On vous présente comme un homme de gauche, mais... Il y a plein de mots qui... Oui. En fait, gauche-droite, c'était le clivage vient de la Révolution française. À l'Assemblée nationale, vous aviez les exploiteurs, les exploités. Vous aviez les nobles, les privilégiés, les oisifs, qui vivaient du travail des autres. Et puis vous aviez le clivage, c'est pauvre-riche, c'est pas souverainiste, exploiteur, exploité. Alors voilà, le problème, c'est qu'à partir du moment où on a établi l'élection, les candidats à l'élection se sont aperçus qu'ils étaient mieux élus quand ils disaient qu'ils étaient démocrates, progressistes, amis du peuple. Alors ils se sont tous dit Adolphe Thiers, un assassin du peuple, un ennemi du peuple, rabique, enragé, quelqu'un qui tirait sur les mineurs en grève, qui a fait assassiner toute une rue d'ouvriers pour l'exemple, et puis qui a ensanglanté la commune, la semaine sanglante. Ce gars-là était centre-gauche. Donc on met tous les mots à l'envers, après ça, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que gauche-droite, ça n'a plus de sens. Ça veut dire qu'il faut vérifier les étiquettes qu'on met sur les gens. On dit qu'il est de gauche, mais voyons, alors vérifions ses positions politiques. Moi, je suis populiste. Je suis populiste comme un pianiste s'occupe de son piano. Le populiste s'occupe du... Pas du tout. Mais vous le revendiquez. Mais bien sûr. Mais c'est marrant parce que considérer populiste comme une insulte, c'est signer le camp d'où on parle, quoi. Celui qui considère que le populisme, c'est mal, c'est un ennemi du peuple, quoi. Voilà, au moins c'est clair. Mais c'est pas mal d'être populiste. Populiste, tu t'occupes des intérêts du peuple. Où est le problème ? Mais il y a plein de mots comme ça mis à l'envers. Le mot démocratie, donc on utilise à tort et à travers pour désigner son contraire. Le mot citoyen, on nous appelle citoyen, mais un citoyen, c'est autonome. Un citoyen, il coproduit, il produit lui-même le droit auquel il consent à obéir, alors qu'on n'est pas du tout citoyen, on est des électeurs. On est des électeurs, c'est-à-dire qu'on obéit à un droit écrit par quelqu'un d'autre. On est comme des enfants politiques. Les enfants, étymologiquement, c'est les gens qui se taisent, qui n'ont pas le droit à la parole. Et donc on est des enfants politiques et on se la pète en disant qu'on est des citoyens, mais il faut qu'on appelle un chat un chat. Nous sommes une population d'électeurs, donc d'enfants, donc d'impuissants. De plus en plus là-dedans. J'ai l'impression que le système macronien valide le fait qu'on soit des enfants politiques et on est infantilisé, on nous parle vraiment comme à des gosses en permanence et c'est bien resté comme ça. Mais c'est ce texte-là qui nous infantilise. Ce texte et puis l'école républicaine qui nous apprend que la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie. Donc, mais je l'ai enseigné moi-même. Si tu veux, il n'y a pas le complot de l'école, tu vois, des profs qui pensent, c'est pas du tout comme ça. Nous enseignons ce que nous avons appris nous-mêmes, on recommence et c'est compliqué de sortir d'une habitude aussi longue. C'est-à-dire qu'on vous a appris dans votre famille d'abord, on vous a appris que la démocratie c'est l'élection. Ensuite, à l'école, on vous l'a dit. Ensuite, dans les livres, vous le lisez. À la télé, vous l'entendez. Dans les journaux, vous le lisez. Vous y croyez, quoi. Et donc, il faut c'est un travail. Et c'est pas très compliqué. Moi, je me souviens, c'est en lisant Principe du gouvernement représentatif. Ça, c'est un titre de bouquin. C'est pas sexy. Vous voyez ça sur une étagère. Oui, c'est pas lui. Je vais commencer. Vous avez tort. C'est un bouquin très important. Principe du gouvernement représentatif. Principe au pluriel de Bernard Manin. C'est bouleversant. Ce type qui est très, très, très gentil, un type adorable, j'ai rencontré depuis, il fait la description de l'élection et du tirage au sort de façon loyale. Il s'étonne qu'on appelle démocratie des régimes dans lesquels c'est l'élection. Et il explique comment fonctionnait le tirage au sort à Athènes. Et alors, lui, il préfère l'élection. Mais pour nous qui ne connaissions pas le tirage au sort, de le voir expliquer aussi loyalement, mais c'est une révélation. Tu te dis, attends, mais c'est incroyable ce truc-là, mais c'est beaucoup mieux. Au début, le tirage au sort, tu es toujours un peu surpris. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc ? C'est un peu une fantaisie. Et puis, plus tu y travailles, plus c'est ce qu'il nous faut.
C'est la procédure qu'il nous faut. Et pour revenir, si vous avez des objections, ça m'intéresse. Et je les connais, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 17 ans. Et donc, c'est toujours les mêmes objections qu'on a. Et les objections se font réfuter, pour l'instant, sans exception. Il y a une réfutation de l'objection, voilà. Elle est légitime, votre objection. Oui, nous risquons d'avoir un incompétent. Le bilan du premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est quoi pour vous ? C'est épouvantable, mais c'est pas le sujet. Il y a suffisamment de gens capables de faire le bilan et pour que, quand vous m'invitez moi j'ai vraiment un truc à vous dire que je suis seul à dire. Donc, à mon avis, il faut se concentrer là-dessus, sur le processus constituant populaire permanent. Une démocratie, c'est... Si vous réfléchissez, vous ramenez à l'os... prof d'économie aussi. Oui, il faut qu'on parle de monnaie. Il faut qu'on parle de monnaie. Et là aussi, sur le plan monétaire, il faut que je vous dise des choses qu'on n'entend jamais. C'est pour ça que j'aimerais qu'on balaye quelques sujets d'actualité. Mais sur Macron, on s'en fout. On parle de Macron. Le premier de ces thèmes d'actualité, c'est également l'inflation et le pouvoir d'achat, qui continue d'être au cœur, bien sûr, des préoccupations des Français. Quelles sont les causes de cette inflation, selon vous, Étienne Chouard ? Alors, les causes sont multiples, mais bon... principalement, là, on est en train, avec la crise fabriquée, c'est pas une crise. L'action du gouvernement pour juguler cette crise, justement, c'est intéressant d'avoir votre... Non, mais le fait de multiplier les prix de l'électricité, de l'énergie, par 2, 3, 4, 10 parfois, ou bientôt plus, ça va augmenter les coûts de production de toutes les entreprises, donc ça va augmenter tous les prix, ça va faire exploser. Rien que ça, indépendamment de la guerre, de tout ça, rien que ça va... Et c'est absolument non nécessaire pour notre pays. Nous n'avons pas besoin, il n'y a rien qui nous impose de payer l'électricité. C'est une décision technocratique, administrative, idéologique, mais idéologique. C'est pas possible que ces gens-là pensent servir le bien commun quand ils font ça. C'est pas possible. Non, ils sauvent l'Europe. Et ils sont pas cons, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes, ils sont pas en train de se tromper. C'est à l'Europe que ça profite. En fait, c'est pas que ça profite, c'est que si la France se barre du marché européen de l'énergie, que l'Espagne se barre du marché européen de l'énergie, qu'elle a déjà fait le Portugal, le machin, si on est un gros bébé comme la France, c'est compliqué. Là, Macron, il est en train d'essayer de sauver une Europe dont on a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Et pour lui, ça vaut 400 000 familles en France. Ils mettent l'électricité chère parce qu'il faut que les indépendants, les PME, les petites entreprises, les boulangers... Voilà, c'est la concentration. Et que des grands groupes reprennent ces fonds de commerce pour prendre ces anciens boulangers, bouchers, etc., pour qu'ils en fassent des futurs salariés au SMIC. Voilà. Et en contrepartie... On sait que tout cela est prémédité. Mais évidemment. Mais c'est la concentration du capital. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un chef d'orchestre. Oui, Myriam, rapidement. Non, je suis totalement d'accord avec Max. C'est évident qu'on veut tuer tous les petits commerces et que croire que c'est juste un malentendu, une conjoncture qui fait que... moi, je pense sincèrement que c'est une volonté de détruire tout ce qui est artisanat en France. Tous les indépendants, en fait. Voilà, tous les indépendants à l'échelle mondiale. L'État n'aime pas les indépendants. L'État n'aime pas les indépendants. Ça dépend de l'État, Mike. Enfin, je parle du système aujourd'hui. L'État global, actuel, voilà. Le problème, c'est qu'il ne faut pas indépendants. oublier que l'État n'est pas forcément ce qu'il est aujourd'hui. Si nous l'instituions, c'est-à-dire si nous instituions... L'État, normalement, c'est nous. Oui, normalement, ça devrait être nous qui l'instituions. C'est-à-dire une constitution, c'est un texte par lequel un groupe d'humains qui a décidé de vivre ensemble... précise les modalités de sa représentation, comment on désigne ceux qui vont décider en notre nom, comment on les contrôle, comment on les vire quand on n'est pas content, comment on garde la main, et comment on modifie ces règles-là, comment on modifie la Constitution. Donc toutes ces règles-là, c'est à nous de les mettre en place, et nous décidons ce qui s'est passé quand on institue un État. L'idée qui la sous-tend, c'est que, craignant la loi du plus fort, qui est tout sauf une loi, précisément, c'est mal nommé, mais craignant la loi du plus fort, c'est-à-dire l'arbitraire des plus forts, nous décidons d'instituer une puissance publique plus forte que le plus fort d'entre nous, pour que même le plus fort d'entre nous ait peur de quelque chose. Donc nous instituons une puissance qui, parce qu'elle est publique, est forte, est capable d'être forte, plus forte que le plus fort d'entre nous. Et c'est elle qui va réguler nos rapports. Mais attends, cette puissance, elle est dangereuse. Et en même temps qu'on l'institue, nous devrions... Mais il faudrait que ce soit nous qui l'instituions pour que ça marche. En même temps qu'on l'institue, on sait qu'on en a besoin, mais que c'est dangereux. Et comme c'est dangereux, en même temps que les pouvoirs, on institue des tas de contrôles des pouvoirs. Il faut que chaque pouvoir... Il est très important que chaque pouvoir ait peur. Je m'arrête exprès pour que vous compreniez que c'est super important. Il est très important pour nous tous que tous les pouvoirs, que chacun des pouvoirs ait peur.
peur de quelque chose. Et c'est à nous d'instituer. Alors, pour l'instant, nous laissons les pouvoirs instituer eux-mêmes les règles de leur contrôle. Donc, évidemment qu'ils instituent des faux contrôles dont ils n'ont pas peur. Mais c'est la faute du processus constituant qui est mauvais. Nous devrions apprendre. Et si vous ne voulez pas l'apprendre vous-même, parce que vous avez la flemme, vous n'avez pas le temps, apprenez à vos enfants. Au moment où Agnès Buzyn, par exemple, sa mise en examen a été annulée, donc ça a dû vous révolter, ça, par exemple, ou c'est un sujet connexe. Des exemples d'injustice, il y en a tellement. Ne vous distrayez pas sur les exemples, essayez de revenir sur l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que l'injustice perdure ? Qu'est-ce qui fait que l'injustice perdure, malgré le fait que vous connaissez les injustices ? Qu'est-ce qui fait que les dysfonctionnements perdurent, alors que vous connaissez les dysfonctionnements ? Vous savez comment il faut les régler, vous avez les solutions. Ce qui fait que vous ne changez rien, c'est que vous êtes impuissants politiquement. Nous sommes impuissants politiquement, et nous nous foutons du texte dans lequel cette impuissance est programmée. Enfin, on va avant nous rétorquer qu'on vote, que c'est... Non, mais on ne vote pas, on élit. Bah oui, on élit, mais... Élire, c'est renoncer à voter. Donc, on ne vote pas, justement. Nous ne votons jamais. Les seuls moments où on vote, c'est les référendums. Oui, ça va faire agir derrière. On va tout péter! Les seuls moments où on vote, c'est les moments des référendums. Et les référendums, c'est pas nous qui posons la question. Ils sont pas d'initiative populaire, pardon. Donc, c'est pas nous qui choisissons les questions. Donc, on ne nous pose que des questions à la con auxquelles on répond une réponse évidente. Et après ça, on présente ça comme Si elle n'est pas évidente, elle est annulée. Et si elle n'est pas évidente, elle est annulée, comme en 2005, ça a été annulé en 2008. Mais est-ce que les pouvoirs publics ont peur ? Parce que regardez, non, ils n'ont pas peur, justement, parce qu'il n'y a pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution digne de ce nom. Regardez, cet après-midi, j'étais à la manifestation des boulangers, des artisans, tous les indépendants. Il y avait 1000 personnes à tout casser. Non, mais donc du coup, quand les pouvoirs publics voient qu'il y a très peu de monde qui se réunissent... Il y avait combien de personnes contre les grèves il y a 2 jours, enfin contre la réforme des retraites, donc tu peux... Mais même... excusez-moi, mais quand on enlève... Pas tous en même temps, et là j'aimerais que ce soit surtout Étienne. Déjà, quand on enlève les libertés aux gens, il n'y a personne dans les rues... S'il vous plaît, Mike et Greg, j'aimerais surtout que dans cette première partie, ce soit quand même Étienne qui parle, et puis qu'on parle un petit peu d'actualité. La planche à billets, un petit mot là-dessus, parce que, encore une fois, vous avez été prof d'économie, donc moi j'aimerais vous entendre sur ces sujets. C'était quoi, une hérésie pour vous, cette politique menée par toutes les banques centrales? Vous en pensez quoi? Si vous voulez instituer une démocratie, enfin, nous avons besoin d'une démocratie. C'est-à-dire que notre problème, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, nous n'avons aucun pouvoir, et les riches font ce qu'ils veulent, au point de ne plus payer d'impôts. À Athènes, il n'y a que les riches qui payent les impôts. Aujourd'hui, les riches sont ceux qui ne payent pas d'impôts. Et là, vous parlez de l'évasion fiscale, vous parlez de l'évasion taux fiscale, d'impôt. Oui, absolument. De toutes les façons d'échapper à l'impôt qu'ont les plus riches. Nous avons besoin d'un régime dans lequel... Vous ne dire que les riches ne payent pas d'impôts en France, ça c'est... Proportionnellement, ils en payent ici. C'est une question de nuance, de proportion. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut une démocratie, c'est-à-dire si on veut un régime dans lequel la population décide elle-même de son destin, il faut penser, quand on institue cette puissance politique de décider, il faut penser en plus à instituer une souveraineté monétaire. Parce que si vous instituez une souveraineté politique et que quand il faut ensuite financer les décisions que vous avez prises, au moment de financer, il faut aller demander à un banquier, central ou pas central, il faut aller demander à un banquier s'il va vous créer l'argent nécessaire. Ben, si lui, il a le pouvoir de vous dire oui, ça vous le ferez, ou ça, non, je ne vais pas vous le donner, c'est lui qui est souverain. Donc si vous voulez être souverain politique, il faut que vous soyez aussi souverain monétaire. Or, nous avons perdu, depuis maintenant quasiment 300 ans, nous avons perdu le contrôle de notre monnaie. En fait, je ne peux même pas dire qu'on l'a perdu, parce qu'on ne l'avait pas. En fait, les premiers à comprendre que c'était aussi simple de créer la monnaie ont été les usuriers, donc, qui sont devenus les banquiers. Et nous, on a compris trop tard. Là, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas le contrôle de la création monétaire, et ça nous manque cruellement. Or, il faudrait, j'ai pas beaucoup de temps, donc je fais des conférences entières là-dessus, mais il faudrait que je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce qui est souhaitable pour tout le pays. Après la crise de 29, en Autriche, en Allemagne, partout, le chômage a sévi. D'un seul coup, nous avions beaucoup moins d'argent.
Et donc, il y avait du chômage. En fait, quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Quand il y a trop d'argent, il y a de l'inflation. Et quand il n'y a pas assez d'argent, il y a du chômage. Et donc, il y avait un chômage de masse terrible. Il y a des communes dans lesquelles il y avait 60% de chômeurs, tout était bloqué. Une petite commune qui s'appelait Schwanenkirchen, c'est un nom à coucher dehors avec un billet de logement, un nom compliqué. Il y a une autre commune qui s'appelait Worgl, W-O-R-G-L, et qui ont donc chômage terrible, tout bloqué, les mineurs qui ne vont plus travailler, on ne peut pas les payer, les commerçants qui ne travaillent pas, la misère. Et les maires de ces deux petites communes, et puis d'autres ensuite, ça fait tache d'huile, hein, les maires avaient lu Silvio Gesell et la théorie de la monnaie fondante, la théorie de la souveraineté monétaire de la puissance publique, et ils ont eu le culot, et c'est ça que nous devrions avoir aujourd'hui, ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Donc c'est le maire avec son conseil municipal, et ça se discute, ça se prépare avant, mais ils ont eu le culot de créer des bouts de papier. Alors ils savaient que créer la monnaie c'était interdit, parce que les usuriers ont fait bien attention à interdire qu'on fasse ça. Et c'est ça qui nous emprisonne complètement. Mais là, c'était tellement criant la crise qu'ils ont eu le culot, le courage de créer des bouts de papier sur lesquels ils n'ont pas écrit monnaie, ils ont écrit bon travail, certificat de travail. C'est ça la monnaie, c'est des certificats de travail. Hein. Mais ils ont écrit certificat de travail. Et ils ont décidé de payer les mineurs avec ces certificats de travail, d'accepter ces certificats de travail en paiement des impôts. Et il y avait une partie des commerçants qui ont joué le jeu, qui ont dit « Ok, on va accepter ces certificats de travail comme monnaie en paiement. » Et puis une autre partie des commerçants qui ont pas voulu jouer le jeu, qui ont dit « C'est de la monnaie de singe, nous on continue à vouloir des marques. » Et en fait, il a fallu, mais ce n'est pas des mois, en quelques semaines, le chômage disparaît. C'est-à-dire que dès que nous instituons une puissance publique capable de créer la monnaie, en lui donnant comme mission, avec cette monnaie, il faut que tu sois employeur en dernier ressort. N'oubliez pas cette expression, employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que moi, citoyen, je te donne à toi le maire et ton conseil municipal, je te donne le pouvoir de création monétaire parce que c'est un geste politique, c'est pas un geste économique, hein, c'est un geste politique. Je te donne à toi, et c'est pareil au niveau de l'État, je te donne à toi, chef de ma communauté politique locale, le droit de créer la monnaie, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour donner du boulot à ceux qui en ont pas, pour qu'il n'y ait plus de chômage. Et quand ils le font, en quelques semaines, il n'y a plus de chômage. Les gens se mettent à bosser. Et à ce moment-là, les commerçants se remettent à s'activer. Les bonnets de nuit qui ne voulaient pas y participer, voyant que ça marche, se mettent à faire marcher. Et vous avez toute l'activité qui reprend et la prospérité qui revient. Il n'y a rien de plus simple. Alors, les banquiers vont vous dire, c'est inflationniste si vous créez la monnaie. Ça n'est pas vrai. Écoutez bien, ça n'est pas vrai. Ce qui est inflationniste, c'est créer la monnaie sans contrepartie. Vous avez deux valeurs à connaître. Vous avez la valeur des richesses, toutes les richesses que nous produisons, et puis vous avez la masse monétaire, tous les signes monétaires que nous avons à notre disposition pour échanger ces richesses. Il faut que ces valeurs restent comparables. Si vous avez trop de monnaie par rapport aux richesses, si vous créez la monnaie, chaque monnaie a une contrepartie de plus en plus faible, et la valeur de la monnaie s'affaiblit, et les prix augmentent en contrepartie, et vous avez de l'inflation. Donc vous avez en fait, en créant de la monnaie, vous avez dévalorisé votre monnaie, et vous allez finalement revenir à une situation pire qu'avant. Si la production s'effondre, comme dans le cas d'une guerre ou d'un blocus, vous avez le même effet. Vous avez un effet d'inflation. Les hyperinflations, d'ailleurs, sont souvent créées, non pas par une création publique de monnaie, comme les banquiers voudraient nous le faire croire, mais c'est souvent parce qu'il y a une guerre ou une diminution de la production des richesses. En tout cas, c'est quand il y a trop de monnaie qu'il y a de l'inflation, et inversement, quand il n'y a pas assez de monnaie, il y a du chômage. Ça devrait être une prérogative publique sous contrôle citoyen, d'observer que nous avons de l'inflation et donc d'augmenter les impôts, de créer moins de monnaie pour ramener le niveau de la monnaie au niveau raisonnable, ou bien quand il y a du chômage, ça devrait être une décision politique des citoyens de dire nous avons besoin de monnaie supplémentaire, et quand vous créez de la monnaie dans cette circonstance-là, vous donnez la monnaie à des chômeurs, mais quand vous donnez de la monnaie à un médecin qui était au chômage, il ne crée plus de richesse. C'est un drame, c'est tragique cette situation du chômage. Ces gens ne créent pas de richesse juste parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a rien de plus simple que de créer l'argent pour ces gens-là. L'État, un État digne de... Oui. L'État ne devrait pas emprunter la monnaie.
Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie. Mais c'est pas si facile. C'est pas parce que vous allez créer de la monnaie que vous allez avoir... Là, en ce moment, on a l'inflation, on a le chômage. C'est parce que vous créez de la monnaie que vous allez avoir le plein emploi. Enfin, Toutes les situations dans lesquelles les autorités se sont arrogées, se sont permis de créer la monnaie pour payer les gens, ils ont mis fin au chômage. Et ces expériences extrêmement stimulantes, c'est ça qui fait que, une fois que vous savez vous avez que des ça exemples de gens oui, qui bien fait sûr, à Schwanenkirchen, à Vorgl, c'est des expériences très connues, ça, hein, dans les monnaies locales. C'est comme des soleils, parce que tous les maires des villages environnants sont venus voir, puis des pays étrangers sont venus voir comment ça marche. Comment est-ce que vous avez fait pour établir la prospérité ? Donc, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. L'État devrait créer la monnaie quand il dépense, et l'État devrait détruire la monnaie quand il reçoit l'impôt. Ça donnerait la même chose que ce que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pensons dans un autre sens. Pour l'instant, nous pensons les banques créent la monnaie quand nous empruntons, et ils la détruisent quand nous leur remboursons. Ça se passe dans la société civile. Et l'État, nous le voyons venant comme quoi piquer de l'argent par de l'impôt. Alors on prend 100 d'impôts, et si on a réussi à prendre 100 d'impôts, on peut avoir 100 de services publics. Nous collectons 100 d'impôts pour dépenser 100 de services publics. Vous pensez comme ça pour l'instant. Et vous vous dites, s'il n'a collecté que 100 d'impôts, il peut dépenser que 100 de services publics. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les recettes et les dépenses. Essayez de penser dans l'autre sens, en vous disant, l'État crée des services, dépense les services publics, il crée les 100, il les crée, les 100, pour payer les services publics, et ensuite, il va les récupérer sous forme d'impôts, vous avez toujours 100 égale 100. Sauf que si vous avez besoin de plus de services publics, puisque c'est ça qui est le moteur, au lieu de dépenser 100, vous dépensez 200 de services publics, et vous avez... Et donc vous créez 200 d'impôts. Et puis vous prenez 200 d'impôts. Donc vous êtes pour l'augmentation des impôts. Mais oui, mais pas par personne, puisque vous avez donné plus d'argent à plus de monde. Vous avez mis au boulot les chômeurs, donc vous allez prélever 200 d'impôts, mais pas sur la même population, sur une population plus grande. Et donc, c'est pas du tout plus douloureux. Simplement, vous avez tout qui marche mieux, parce que vous n'avez plus de chômage, donc vous avez plus de cotisations. Alors vous savez quoi ? Non, mais vous savez quoi, Mike ? Je vois que vous voulez tous intervenir, donc vous savez quoi ? C'était le but de cette entrée en matière. On va tout de suite commencer par le premier débat. Non, mais ça va être l'objet de ce premier débat. Qui a le droit de décider ? Qui décide ? C'est le premier débat de Bistro Liberté. À tout de suite. Démocratie bafouée, peuple méprisé. Qui a le droit de décider qui décide ? Comment renouer avec la foi et l'espérance démocratique ? Voilà, donc c'est le sujet de ce premier débat. Comment renouer avec la foi et l'espérance démocratique ? Oui, Étienne. Alors, faites attention, l'objection que les banquiers vont vous donner, l'objection, c'est si vous créez de la monnaie, vous allez créer de l'inflation, vous êtes un irresponsable, on a bien fait de ne pas vous donner la création monétaire, laissez-nous, les banquiers, gérer ça entre professionnels. Or, les banquiers créent de la monnaie, mais alors à gogo, vous avez vu depuis 2008, c'est incroyable, c'est des milliers de milliards qui créent sans contrepartie. Je ne vous parle pas des crédits où la contrepartie, c'est le remboursement, le travail qui permet le remboursement. Non, le quantitative easing qu'on a depuis 2008... Bon, Étienne, vous allez être sympa, vous allez répondre à nos questions avant de faire les noms. S'il vous plaît, parce que c'est pas un débat sur la monnaie, hein. Mais bon, mais c'est super important. Mais on va en reparler justement. Mais moi, j'aimerais qu'on aborde déjà à l'aune donc de ce débat. Le thème, c'est donc qui a le droit de décider. Qui décide ? Mike, vous voulez intervenir et apostropher Étienne sur cette question ? Je voulais parler d'abord de la monnaie parce qu'on en a parlé. Mais est-ce que c'est pas ce qui se passe depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire cette création de monnaie qu'on injecte auprès des gens pour qu'ils ne travaillent pas ? Oui, mais précisément, il n'y a pas de contrepartie là en l'occurrence. C'est-à-dire que les gens travaillaient, on les empêche de travailler et on leur donne l'argent sans qu'ils travaillent. C'est-à-dire que ça, c'est inflationniste. Ouais, c'est vrai. Vous êtes bien d'accord là-dessus. Alors que quand tu touches le chômage, c'est que tu as cotisé aussi pour toucher le chômage. C'est pas juste de l'argent gratos. Ça peut durer qu'un temps, ça. Non, ce dont il est question, c'est de donner du boulot à ceux qui n'en ont pas, en créant la monnaie en même temps
qu'on les met au travail, ce qui fait qu'on ne fait pas que créer de la monnaie, on crée la monnaie et la contrepartie de la monnaie, donc ça n'est pas inflationniste. D'autre part, quand parce que l'inflation c'est multifactoriel, quand vous observez qu'il y a de l'inflation, il faut absolument qu'il y ait une indexation de tous les contrats sur les prix. On oublie de parler de ça, personne ne parle de ça, mais c'est dingue. Pendant les 30 Glorieuses, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70, plus que ça, 80, puisque c'est les socialistes qui ont détruit ça, tous les contrats, donc les salaires étaient indexés sur les prix, les loyers étaient indexés sur les prix. Non mais c'est super important parce que l'inflation, on s'en fout complètement. Alors, je ne me fous pas de l'hyperinflation, mais une inflation de 3, 4, 5%, ça n'a aucun impact sur les petites gens, comme ils disent. Si les salaires suivent. Si les salaires suivent automatiquement. Vous savez quoi, je vous interromps. J'aimerais vous poser tous une question. C'est criminel d'avoir supprimé l'indexation des salaires et des contrats sur les prix. C'est criminel. En Turquie, il y a une inflation énorme, et pourtant les salaires augmentent, et il n'y a pas derrière de pauvreté, de chômage de masse. Mike, donc ça veut dire que pour ça ouvrir marche. ce débat, je vais vous poser à l'indexation. tous une question simple, comme ça, centrer un peu le sujet. Une question en apparence simple, mais assez profonde. Qu'est-ce que c'est que la véritable démocratie ? Est-ce que, selon les définitions des uns des autres, est-ce que nous sommes en démocratie aujourd'hui en France, selon vous ? Non, pas du tout. Allez, Georges, d'abord. Allez, Georges. Non, et vous réagissez après. Je dirais que on est dans ce qui... Pour toi, Georges, on n'est pas en démocratie. Non, en fait, on est dans une démocratie qui a l'apparence... on est dans une forme d'apparence de démocratie, mais on ne l'est pas, parce que comme Étienne l'a très bien dit, il y a des espèces de contre-pouvoirs au peuple. Et c'est d'ailleurs très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes et de la haute bourgeoisie qui refusent le terme de populiste. On a envie de leur dire, mais à quoi vous opposez ce terme de populiste ? C'est populicide, en fait. C'est celui qui n'est pas avec le peuple et contre le peuple. Donc je dirais qu'on n'est pas en démocratie parce qu'il y a des contre-pouvoirs, que ce soit des lobbies, des enjeux que nous ne maîtrisons pas. Et puis ensuite, nous ne sommes pas en démocratie parce qu'il y a une manipulation, à mon sens, une manipulation de masse. Et je le vis, moi, en tant que journaliste. Je vois très bien comment les informations sont traitées. Tu vas beaucoup sur le terrain, notamment. Oui, je vais beaucoup sur le terrain. Comme Mike, d'ailleurs. Pareil que Mike. Donc je constate qu'il y a une manipulation de l'information. Et enfin, troisième élément, je pense qu'il y a au-dessus de nous, donc les institutions européennes en l'occurrence, mais on a eu l'exemple avec l'OMS, c'est des institutions qui ne vont pas dans le sens des États, dans le sens des nations et par conséquent dans le sens du peuple. Donc pour ces trois raisons-là, je pense que je ne suis pas aussi... je ne suis pas aussi dramatique que peut l'être Étienne, c'est peut-être parce que j'ai moins étudié la question, mais je dirais que nous ne sommes pas en démocratie pour les trois raisons que j'ai évoquées. Ouais. Greg. On n'est pas en démocratie, j'ai déjà dit 10 000 fois. Si on prend tous les grands penseurs classiques de la démocratie, on remplit aucune des cases de la démocratie au sens classique. On remplit même plutôt des cases de ce qui est un régime antidémocratique, sur concentration des pouvoirs dans les mains du même homme, une importance une explosion des conflits d'intérêts ou des problèmes de corruption à l'intérieur des premiers ou deuxième cercles du pouvoir en place, etc. C'est juste que les gens ont l'impression qu'on est en démocratie, parce que comme on disait l'autre fois avec Zemmour, ça fait 25 ans que les gens confondent la démocratie et l'état de droit. Ils sont persuadés que parce qu'on est en état de droit, on est en démocratie. Non, il y a des lois, c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on est en démocratie. On n'est même pas en état de droit, hein, parce qu'il faut le définir, l'état de droit. Oui, il faut le définir, mais on peut... Alors, la démocratie n'est pas définir qu'on est en respectée. état de droit, mais il n'y a aucune école qui te dira qu'on est en démocratie. Oui. Pourquoi n'est pas respectée la démocratie ? Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas instituée. Une démocratie, ça s'institue. Démocratie, c'est un régime dans lequel le démos a le kratos. Le peuple décide. Où est-ce que vous voyez une institution? Donc là, c'est la Constitution que vous brandissez. C'est la Constitution. Hein. Mais oui, elle n'a pas l'air très grande quand on la voit comme ça. Mais parce que pour toi, il y a 89 démocratie représentative, ça ne veut rien dire. Mais c'est un oxymore. C'est comme tu dis un banquier honnête. Pour toi, tu reconnais pas la possibilité de la pareil. représentativité. Alors, Mike. on est en oligarchie. C'est-à-dire que... Alors définis ce qu'est l'oligarchie. Alors, pour les gens qui ne le public, tout ce qui est public a été pris en main par la technocratie, et tout ce qui est privé et financier a été pris en main par une forme de capitalisme de connivence. Lorsque l'on prend des gens très riches... Donc c'est quoi notre régime politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'oligarchie. Plutocratie. Plutocratie, c'est le régime des riches. C'est les riches qui ont le pouvoir. C'est un peu une oligarchie. C'est une forme d'oligarchie. Oui, mais Démocrature.
Parce que, prenons par exemple nos gens très riches, nos milliardaires. Eh ben, tous ont, à un moment donné, les Pinault, les Bernard Arnault, les Bolloré, les Bouygues, ont travaillé avec l'État et se sont fait des grandes fortunes par le biais de l'État. Et tout ce qui est de la finance publique, c'est la technocratie, c'est-à-dire l'énarchie qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, au gouvernement, nous avons les énarques et nous avons les femmes aussi de grands PDG. Par exemple, le ministre des Sports, qui est la femme de Monsieur Bompard, PDG de Canal+, de Carrefour. Monsieur Oudéa de la Société Générale. Oui, bref, en tout cas, il y a la femme de Monsieur Bompard qui est au gouvernement. Alors, c'est la femme de Frédéric Oudéa, le président de la Société Générale. Mais je vois pas trop le lien là que tu fais, parce que ça l'interdit pas d'avoir des compétences, d'être la femme d'un PDG d'une boîte du CAC 40. Mais si, c'est une connivence entre l'État. C'est une connivence entre l'État et l'entreprise. Quelle est la preuve qui fait dire cela? La preuve, c'est pas compliqué. C'est pas la preuve, mais dans une démocratie fonctionnelle, en termes de risque de conflit d'intérêts, ça devrait être une exception qu'une femme comme ça puisse être au gouvernement, normalement. Pas impossible, mais alors... Mais si elle est compétente, elle n'aurait pas le droit d'être... Là, on va t'accuser de sexisme. Non, mais le jour où elle est nommée, ça doit pas être une évidence que c'est normal qu'une personne comme ça puisse être nommée à un tel poste. Ok, mais alors il faut que les fameux contre-pouvoirs, il faut que tu aies vérifié son CV jusqu'à sa naissance. Ça vous choque que la ministre des Sports soit la femme du président de la Société Générale, Étienne Chouard? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça à tous les étages. C'est-à-dire que en plus, elles le sont toutes. Alors c'est attendez, on va laisser Étienne. Tous les leviers de femmes de PDG en France. Défendre les intérêts des riches. Non, mais c'est vrai. Probabilité, tu devrais quand même avoir plus de chances d'avoir une caissière que 5. Merci Myriam de réagir. C'est la seule femme sur ce plateau d'ailleurs. Non, mais c'est très misogyne. Madame Lobaudy, elle ne serait pas au gouvernement. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais c'est une évidence. Myriam, alors on va faire réagir la seule femme. Je pense qu'Agnès Pannier-Runacher se serait intellectuellement détachée pendant 25 ans au vu de ses compétences personnelles jusqu'à dire cette femme est irremplaçable en 2023 à la transition. Alors Myriam, là j'aimerais que tu réagisses. Moi je l'aime pas spécialement et je la trouve pas spécialement compétente, mais de dire que toutes les femmes au pouvoir sont parce qu'elles sont les secondes d'un homme qui a du pouvoir. Il se trouve qu'elles le sont. Je trouve que c'est quand même... bien sûr que oui. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est assez très misogyne. En tout cas, non, mais c'est bien que Myriam... J'assume. Non, mais j'aimerais que Myriam... dans les journaux, ils sont misogynes, ces garçons. Bon, vous trouvez pas ça un peu misogyne, Étienne? Oui, c'est possible, un peu, oui. Voilà. Non, mais c'est bien de le dire aussi, parce que là, pour le coup... Mais c'est pas le problème, en fait. On a la petite du tertiaire. Le problème, c'est l'existence même d'un gouvernement. S'il te plaît. Le fait même, le mot gouvernement montre qu'on n'est pas en démocratie. Parce que s'il y a un gouvernement, c'est que c'est pas le peuple qui décide, c'est précisément le gouvernement. Le mot gouvernement devrait vous choquer. Au début... Au sortir de la Révolution française, on ne parlait pas de gouvernement, on parlait d'exécutif. Parce qu'on faisait très attention à ce que tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires, ne soient pas dans les mêmes mains. Or, quand on dit gouvernement, on a glissé petit à petit, et quand on dit gouvernement, celui qui gouverne, il cumule les pouvoirs. Et c'est lui qui décide de la politique du pays. Mais votre définition de la démocratie, elle est très difficile à instituer. Mais non, elle est très simple. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'elle est utopique? Mais l'utopie, c'est ce qui n'a pas encore été essayé. Depuis 20 ans, elle n'est pas instituée, comme vous dites. Ah non, mais c'est parce que j'ai pas de relais médiatique. Voilà, c'est que vous n'avez pas réussi à convaincre. Mais c'est vrai que notre Constitution ne permet pas une démocratie. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Dans la mesure où, en plus, on a un 49.3, on a institué un 49.3 dans notre Constitution. Mais 49.3, c'est une hérésie. Enfin, oui, mais ça peut pas. C'est forcément antinomique du mot même démocratie, en fait, d'avoir un 49.3 dans notre Constitution. Ça veut dire que toute ça nous choque tous, je crois, ici, l'usage du 49.3. Ça veut dire qu'on a élu. Alors, effectivement, il y a la différence entre voter et élire, mais on a élu une assemblée qui, finalement, ne sert à rien, puisque le gouvernement peut faire un 49.3. Lui tordre le bras à tout moment. Et on aura un 47.1 pour la réforme des retraites. C'est encore pire. Ça veut dire que le 47.1, il y aura débat à l'Assemblée nationale. Sans le vote à l'Assemblée nationale, ça passera directement au Sénat, parce qu'on sait que le groupe LR au Sénat est favorable à la réforme des retraites. Ça va être le sujet du second débat, mais vous êtes d'accord avec ça, que l'Assemblée ne sert à rien aujourd'hui, Étienne Chouard? Mais absolument. Tout dans la Constitution est... elle n'est même pas légitime, selon vous, cette Assemblée nationale? Non. Mais d'abord, cette Constitution, je ne l'ai pas signée, je ne l'ai pas écrite, je ne l'ai pas signée, je ne l'ai pas votée. Elle n'est pas démocratique, la Constitution de la Ve République. Non, elle est antidémocratique. Elle n'est pas non démocratique, elle est antidémocratique. C'est-à-dire qu'elle tient le peuple à l'écart. C'est même pas qu'elle fait autre chose. Elle nous tient à l'écart. Elle organise l'impuissance politique du démos.
une constitution, entre guillemets, qui institue l'impuissance politique du démos, c'est-à-dire du peuple, c'est quand même extravagant de l'appeler, un tant soit peu même, démocratique. Elle est antidémocratique. Et c'est pas parce que tous les journalistes qui défendent le système d'exploitation parlementaire. Tous les journalistes l'appellent démocratie représentative pour nous habituer, en fait, à appeler ce régime démocratie. C'est pas pour ça que c'en est une. Réfléchissez, quel est le pouvoir que vous avez en tant que peuple dans ce régime? Quel est le pouvoir? En tout cas, on ne peut s'exprimer qu'une fois tous les 5 ans. Mais c'est pas un pouvoir. Oui, vous avez juste le pouvoir de dire « j'accepte de ne pas avoir de pouvoir ». Voilà, eh ben, c'est pas un pouvoir, ça, ou bien, enfin, vraiment. Donc, j'insiste, il y a vraiment une opération intellectuelle. Tant que vous accepterez l'idée que vous êtes un tant soit peu en démocratie, vous n'arriverez pas à penser que ce qu'il vous faut, c'est la démocratie. Vous comprenez, c'est vachement malin d'avoir mis le mot à l'envers. Oui, parce mais que ça je suis nous d'accord empêche avec de vous, penser. mais par contre, c'est vrai que j'ai du mal à... Alors, c'est peut-être parce que je suis encore sur les vieux schémas, mais j'ai du mal à imaginer cette histoire de tirage au sort, etc., sur une échelle de 68 millions de Français. Comment c'est... Enfin, ça va être... Excusez-moi l'expression. Excusez-moi, mais ça va être un gros bordel, quoi. Enfin, pourquoi un gros bordel? Quand vous allez tirer au sort, vous allez avoir mécaniquement la moitié homme et la moitié femme. Il n'y a pas besoin de faire de quotas, il n'y a pas besoin de sans parler d'hommes ou de femmes, je commence par les hommes et les femmes pour que vous compreniez que le tirage au sort, il est équitable et il est incorruptible. Donc vous allez avoir... On va prendre le premier Gugus pour... Mais le premier Gugus, il est moins dangereux. Il est moins dangereux pour vous, Myriam. Le premier Gugus... C'est qui les ennemis de la démocratie? Le premier Gugus, il est moins dangereux pour vous que l'ultra-riche ou la marionnette de l'ultra-riche. Et oui, mais le Gugus, il a les mêmes intérêts que vous. Imaginez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, imaginez, on tombe sur un psychopathe. Oui, mais ils sont contrôlés. Les tirés au sort sont contrôlés, c'est-à-dire que vous pouvez les révoquer. Je veux dire, un type qui aura un type très prononcé, qui aura des obsessions fanatiques, qui prendrait plaisir à mutiler la population, qui se mettrait en photo dans un Macron, par exemple, à caractère sexuel. Tu veux dire des gens comme ça, par exemple? Non, c'est vraiment pas de bol que ça arrive. Macron, c'est un psychopathe, il n'est pas contrôlé. Non, là, tu ne peux pas dire ça. Ah bah si, pourquoi je ne peux pas le dire ça? Tu n'engages pas. Je m'engage moi-même. Mais j'ai jusqu'à employer de termes comme... À mon avis, l'élection porte au pouvoir les pires d'entre nous. Voilà. L'élection, par construction, presque, parce que... On ne peut pas dire qu'on a vous irez jusqu'à dire comme Mike que... Psychopathe? Moi, j'ai déjà dit que c'était un bandit. Je pose des questions. On est sur la même ligne, Étienne et moi. On était ensemble quand je l'ai traité de gredin, de criminel, de bandit, parce qu'en fait, c'est criminel ce qu'il fait. Donc, criminel, ça veut dire que c'est très grave. C'est pas criminel de dire que quelqu'un qui est au pouvoir fait quelque chose de criminel. On peut le dire, si on trouve que c'est grave, il faut appeler ça criminel. Ce qu'il fait, quand il détruit le droit du travail, quand il détruit la sécurité sociale, quand il détruit les retraites, c'est criminel, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il devrait être... Et quand il vend Alstom, qui est notre... Non, mais vous aviez dû affiner votre propos. C'était pour dire que c'était par rapport on peut étayer, tu prends le bilan de Macron... à la sécurité sociale. Et le droit du travail. Parce que si on s'arrête au mot criminel, c'est vrai que ça peut interpeller. Le mot psychopathe, c'est pareil. La criminalité, ça peut être aussi une traîtrise. Lorsqu'il vend les grands fleurons français, c'est quoi? C'est pas une traîtrise, peut-être? Est-ce que ça relève de la criminalité? Si. À mon avis, quand il est vous faites un hold-up et que vous tuez pas forcément des gens, vous voulez juste de l'argent, c'est criminel. Le criminel, c'est pas forcément un assassin. Il fait des choses graves. Quand je pose des questions. Quand il dessert les intérêts du pays au profit d'une puissance étrangère, quand il fait flamber les prix de notre électricité pour des raisons qui n'ont rien de rationnel et qui vont par contre faire les choux gras, qui vont faire les bonnes affaires de l'Empire américain, parce qu'il est américain, en fait, c'est un agent de l'Empire, quoi. En fait, c'est un gouverneur de province qui mate la province pour que l'Empire n'ait rien à craindre d'elle. Mais donc c'est un traître. Voilà, donc, et normalement, un traître, la traîtrise, c'est un crime dans le code pénal. L'intelligence à l'étranger, c'est... Sarkozy a fait quand même à moitié retirer le truc. Mais aussi, oui. Voilà. D'ailleurs, on en est où de l'histoire de comment s'appelle, d'enquête sur la campagne présidentielle et McKinsey, enfin, on ne sait pas, nulle part. Il y a une perquisition et après, il se passe quoi? Je sais pas, Benalla, on en est où? Bah ouais, pareil. Voilà. Pourquoi les élites ont si peur de la démocratie, Étienne Chouard? Parce qu'elles perdraient tous leurs avantages, tous leurs privilèges, tous leurs privilèges. La démocratie ne permettrait pas
tous ces abus de pouvoir, toutes ces exactions, toutes ces traîtrises. Le problème des retraites, si nous avions un RIC... Ça, on va parler dans le second débat. Si nous avions un référendum d'initiative citoyenne, le problème serait réglé en 15 L'Union jours. européenne, dans tout ça, est-ce que c'est pas la quintessence de la technocratie dont vous parliez, justement Bien sûr, c'est le gouvernement des experts. En fait, décider que c'est les experts qui vont décider, c'est littéralement antidémocratique. À Athènes, souvenez-vous qu'à Athènes, les experts étaient des esclaves. On savait bien qu'on avait besoin des experts, ils avaient besoin d'experts, les experts qui s'occupaient de la monnaie, donc qui étaient les champions pour savoir si la monnaie était bonne, si elle était fausse, si elle avait été trafiquée. Ces gens-là étaient très puissants, on savait que c'était très dangereux, on avait besoin d'eux, et bien ils étaient esclaves. Alors esclaves, c'est pas au sens de la traite négrière, hein, ça veut dire qu'ils ne votaient pas les lois. C'est-à-dire qu'on dit, tu veux que ça se passe sur la monnaie, ok, on a besoin de toi, mais c'est pas toi qui voteras les lois. Et donc les experts étaient tenus à l'écart. La démocratie, c'est le non-gouvernement des experts, c'est la mise à l'écart des experts du pouvoir. Or, on est exactement dans la situation inverse. Les experts sont en train de s'autonomiser, et donc ils sont en train de dépolitiser toutes nos décisions publiques. Nos décisions sont dépolitisées par une espèce de religion de l'expertise, comme si c'était conforme au bien commun, mais pas du tout. Qui est maquillé en plus en fausse société de la... En fausse société de la société civile, quoi. Parce que Macron nous fait le coup de regarder, c'est des gens de tous les jours, c'est plus les vieux dinosaures, mais ils décident rien. Mais je reviens au juge qui a évoqué Myriam Palma. Enfin, tu parlais de McKinsey, c'est vrai. Est-ce que les juges ne sont pas un obstacle parfois à la démocratie quand même? Parce que y a un risque de gouvernement des juges, bien sûr, mais comme avec chaque pouvoir est dangereux et peut se mettre à abuser. Donc il est très important que les juges aient un contre-pouvoir. Et la plupart du temps, ils n'en ont pas. Il faut élire les juges, selon vous? Enfin. Moi, à mon avis, il faut les tirer au sort. Ben oui, bien sûr. Non, mais parmi les gens qui ont quand même fait des études en droit. Parmi des gugus qui ont fait des études en droit, quand même. Mais c'est pas sûr du tout. Regardez, les jurés d'assises, ils sont pas du tout, c'est pas du tout des juristes. Hein. Les jurés d'assises, moi j'adorais qui décident de la vie et la mort, donc il y avait la peine de mort, mais qui décident de l'incarcération des gens. Hein. Et d'ailleurs, donc, justement, on veut supprimer ces jurys populaires. Alors qu'on devrait et donner ce pouvoir essentiellement aux juges. Alors qu'on devrait les généraliser. Je peux vous dire que si les crapules politiciennes qui sont prises la main dans le sac, en train de voler dans la caisse, en train et qui passent devant les juges, s'ils passaient devant des jurés populaires, eh ben, ce serait pas l'impunité, hein. Le système n'a même pas été fait pour encaisser un tel niveau d'escroquerie, puisque là, on en arrive à un niveau où c'est Dupond-Moretti qui va choisir le juge qui va le juger. On ne sait même pas que le garde des Sceaux pouvait à un moment ou un autre avoir à choisir un avocat pour se défendre d'un truc dans l'exercice de ses fonctions. Quoi. Là, c'est une situation particulière. Bah oui, mais qui pousse le paradoxe jusqu'au bout. C'est gravissime. Du coup, ça bug tellement c'est même pas fait pour un tel niveau de... Non, mais si on pousse la juge jusqu'au bout, ça veut dire qu'on débat de la peine de mort, on débat de tous ces sujets. Pourquoi pas Enfin, à partir du moment où vous décidez qu'il y a un souverain, et que le souverain, c'est le peuple, le souverain, il n'a pas raison ou tort. Le souverain, il décide, et puis voilà. La définition du souverain, c'est qu'il ne rend compte à personne. Et si ce n'est pas la population, c'est qui? Vous allez décider que lui et lui et lui peuvent être souverains. Et pourquoi est-ce que le peuple leur serait soumis? La démocratie, ça me paraît être le seul régime possible. Après ça, comment est-ce qu'on contrôle que la démocratie ne va pas faire des bêtises? Vous ne pouvez pas le contrôler, ça. Il va falloir que... Qui êtes-vous? Enfin, c'est la question que je me pose. Qui suis-je pour dire OK, on va mettre en place une démocratie, mais on ne pourra pas discuter de la peine de mort. C'est une blague. Qui es-tu pour interdire mais au peuple? Athènes est tombée, même elle a perdu une guerre. C'est contingent. C'est pas parce qu'elle était démocratie qu'elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée parce qu'il y a une coalition plus forte qu'elle. Mais elle est tombée au profit de Rome. Et qui Rome avait un autre type de république. Est-ce qu'on ne doit pas aller plutôt vers les institutions romaines? Mais si vous voulez, Mike, moi je ne fais pas du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Non, c'est pas la même chose. Je ne suis pas sûr du tout que la démocratie directe, comme celle d'Athènes, soit le meilleur régime. Pas du tout, je ne pense pas. Moi, je serais plutôt proposé pour établir une véritable démocratie en France. Je serais plutôt pour un référendum, je suppose. Personnellement, mais personnellement, je ne suis rien pour le dire. Hein. Il faut comprendre que vous avez chacun à faire cette réflexion. Référendum sur tous les sujets. Je pense que ce qui doit être démocratique, c'est le processus constituant. C'est-à-dire que les populations devraient, mais c'est à elles de s'en occuper, c'est-à-dire que ça ne viendra pas de l'extérieur, on ne leur donnera pas. Les populations ne vont pas se faire émanciper par leurs maîtres, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais les populations sont les seules légitimes
est capable, à la fois c'est elles qui ont le droit de le faire, et c'est elles seules peuvent le faire, de décider le régime dans lequel elles veulent vivre. Et si elles veulent un régime représentatif, eh ben elles le feront, elles institueront un régime représentatif. Mais je peux vous prédire qu'elles ne vont pas instituer le même régime représentatif que les élus ont écrit. Parce que c'est parce que ce sont des élus qui ont écrit ça que les élus ont tant de pouvoir et nous, aucun. Et si c'était nous qui écrivions les règles de l'élection, nous prévoirions des élections sans candidat, un contrôle permanent, le RIC pour reprendre la main quand on n'est pas... pas déjà l'article 11 de la Constitution ? Non. C'est même pas un fantôme de RIC, ça n'a rien à voir avec le RIC. C'est compliqué à mettre en place, c'est quasi impossible même. Non, mais ça il n'y a pas d'initiative populaire, donc non, ça n'est pas un référendum d'initiative populaire. Non, c'est vrai. Pas du tout. Il faut que les 2 tiers des députés qui soient d'accord avec toi. Et encore, il faut qu'ils voient après... Et un tiers du même- Sénat, je crois, en plus, non? Je sais plus. Non, c'est un Et c'est sur leur bon vouloir, c'est la réforme de 2008 de Nicolas Sarkozy, c'est vraiment... Oui, si jamais il veut c'est pas, une usine à gaz, quoi. Ça, non. c'est bidon. Non, alors... Mais là, tu vois que les vrais référendums, ils ne respectent pas, alors les fous... Il faudrait faire un atelier constituant et prendre le temps de l'article 11 pour le lire et s'apercevoir qu'il n'y a pas d'initiative populaire et que même quand on est les 4 millions nécessaires et même quand on a le 5e des députés, même quand on a eu tout ça, et ce qui est super dur parce que c'est des chiffres énormes, quand on a réussi à avoir ça, il y a référendum, le président ne doit déclencher un référendum que si le Parlement n'a pas étudié le texte. Donc ça veut dire qu'il suffit d'étudier le texte, donc faites-nous voir le texte, on va l'étudier, voilà, on l'a étudié, et il n'y a plus d'obligation de faire de référendum. Donc il n'est pas contraignant. Donc ça n'a rien à voir avec un référendum. Rien, même pas le début, c'est une escroquerie. J'ai une question à vous poser. Tous les deux, on a été parmi les Gilets jaunes. Bon. Est-ce que... Dont il ne reste pas grand-chose, pardon, mais aujourd'hui... Oui, voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas eu... ils ont été borgnés, est-ce que martyrisés. l'échec des Gilets jaunes n'est pas dû au fait que c'était un mouvement essentiellement horizontal, où il n'y avait pas, un leader de chef, et donc du coup, ça s'est disloqué. On a cru que ça allait être vous, hein. Moi j'ai cru à un moment donné. Sauf que moi, je suis Mais il y aurait eu un candidat. vote, j'aurais voté. Je ne suis pas candidat. Mais je pense que c'est pas... Non, c'est pas être candidat, on peut pas voter pour quelqu'un sans qu'il le soit. Ben, on pourrait, si, bien sûr. Et il y a des tas de gilets jaunes qui ont choisi de l'élection sans candidat. Donc, ils mettaient un chapeau sur le rond-point, ils mettaient un chapeau, et on pouvait mettre le nom de quelqu'un d'autre, on pouvait mettre son nom à soi, mais on pouvait désigner après, quelqu'un... s'il veut pas, ça va être compliqué. Alors, c'est à vous de décider. Est-ce que, quand on est tiré au sort, est-ce qu'on peut refuser ou pas ? Là, on est en train de faire un atelier constituant. Il faudrait qu'on écrive, parce qu'il faudrait... Mais, si, tu peux refuser, tu vas chercher le deuxième. Ça se discute. Parce que si tu laisses les gens refuser quand ils ont été tirés au sort, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas le pouvoir, ils ne vont pas l'avoir. Comme les jurés, d'ailleurs, ils sont obligés de... Ils sont obligés, absolument. Et si tu laisses ceux qui ne veulent pas le pouvoir refuser, tu vas n'avoir que ceux qui veulent le pouvoir. Or, précisément, le tirage au sort, il sert à éviter ça. Le tirage au sort, il sert à donner le pouvoir à des gens qui ne le veulent pas et qui vont accepter parce que c'est des gens gentils, c'est des gens qui ne sont pas dominants. Vous pensez qu'ils vont rendre bien le pouvoir s'ils ne le veulent pas ? Si tu veux niquer la possibilité que les gens fassent ça par intérêt, alors ça veut dire que pour toi, toute fonction représentative est payée au SMIC. Ou inférieure au salaire d'origine de la personne. Au salaire médian, c'est plus... Ouais. À mon avis, il ne faut pas que ce soit rébarbatif non plus. Brigitte Macron, elle a 200 € par mois pour sa moquette et elle se calme. Pas plus. Voilà, par exemple. Mais... Elle a 440 000 par mois. Non, N'importe quoi, Pas de fake news, monsieur. Brigitte Macron, pour décorer sa baraque, c'est 400 000. C'est la première dame. Oui, mais est-ce que cette démocratie-là... La première dame, ça est-ce qu'il n'y a pas n'existe trop pas de en démocratie droit qui tuerait la démocratie ? Oui, c'est possible. Oui, c'était ça. Il est possible. Si on laissait la population décider, surtout au début, quand on est tellement peu habitué à l'anarchie, peut-être. Si on se met à refuser... Bah oui, moi c'est ça qui me fait peur, effectivement, c'est que... L'anarchie, pour moi, c'est pas un gros mot, c'est pas mal. Hein, ce serait quoi pour vous le scénario le plus crédible, Étienne, pour, on va dire, retrouver la maîtrise démocratique de notre pays, si j'osais ? À mon avis, dans l'ordre... Ce serait quoi, la révolution ? Il va y avoir une révolution. Enfin, vous croyez qu'il va y avoir une révolution ? Il y en aura. De toute façon, l'histoire des hommes, c'est l'histoire des insurrections. Nous passons notre vie depuis des millions d'années à nous insurger contre les abus de pouvoir, contre les tyrannies. Donc, on s'insurge, c'est l'histoire des hommes, ça. Hein. Donc, oui, il y en aura. Mais le problème des révolutions, c'est qu'avec une révolution... Vous ne souhaitez pas, quand même. Hein. Mais bien sûr que si, bien sûr. Je suis dans un régime que je trouve oppressif. Je souhaite une... C'est la violence, la révolution. Mais alors, la violence... La violence de la victime ne peut pas être assimilée à la violence de l'agresseur.
la victime qui se défend, vous êtes en train de lui dire, elle est en train de se débattre avec ses ongles, de griffer son agresseur, et vous lui dites, vous êtes violente là. Oui, elle se défend, oui, la légitime défense est une violence légitime. Et donc, oui, nous avons besoin d'une... Alors, est-ce que c'est une révolution ? La révolution, ça revient au même point, on revient au point de départ. Alors que là, on a besoin d'une évolution, on a besoin d'une vraie transformation, mais à mon avis, dans l'ordre, ce qui va rendre ça possible, c'est le fait que nous le voulions. Or, pour le vouloir, il faut d'abord arrêter de penser avec des mots qui sont mis à l'envers. C'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Si vous appelez le régime actuel démocratie, vous n'allez pas arriver même à penser ce dont vous avez besoin. Il faut requalifier les choses en disant, bon, ok, on n'est pas en démocratie, on est en plutocratie. Qui a le Kratos ? Ok, concrètement, ça changerait quoi ? Allez, une question un peu provoque, ça changerait quoi ? Mais qu'est-ce que ça change ? Véritablement en démocratie. Mais véritablement en démocratie. Mais vous n'auriez plus l'abus de pouvoir, vous n'auriez plus la pollution, puisque la pollution, elle a lieu parce que... Mais oui, je l'écrivais tout à l'heure dans le train, je disais, mais parmi les choses qui vont changer dans la vie, vous allez avoir, pour l'instant, les gens qui polluent sont ceux qui portent au pouvoir, ceux qui décident. Et donc, ceux qui décident ont des comptes à rendre aux pollueurs. Et donc ceux qui décident ne punissent pas correctement les pollueurs. Mais si c'était la population qui décidait, mais vous verriez qu'il y aurait plus de fraude fiscale, il y aurait plus de paradis fiscaux, il y aurait plus de pollution, il y aurait plus de chômage. Il n'y aurait plus de chômage, il n'y aurait plus ces inégalités de salaire dingues, parce que nous fixerions un revenu maximum et un patrimoine maximum. Monsieur Chouard, regardez, sur les 3 dernières années, on a piqué les gens. Maximum, bien sûr. On a piqué les gens. On a mis des passes sanitaires. On a piqué les gens. On a mis des passes sanitaires. On leur a mis des auto-attestations. On les a enfermés. On a créé l'inflation. On a créé les crises énergétiques. Et pourtant, les gens ne se révoltent pas. On a l'impression même qu'ils sont contents de vivre dans cette situation. Il y a eu une manif, ça fait 20 ans qu'on n'avait pas une manif comme ça. Mais quelle manif ? C'est de la rigolade, cette manif. Il a raison. C'est de la rigolade. Ils s'en foutent de la manif. C'est une manif de syndicats. Ils disent, voilà, regardez, on existe, on fait des manifs. Les syndicats en France ne mettent pas 2 millions de personnes dans la rue. Mais bien sûr que si. Non. Mais évidemment que si. Ils ont amené les autocars. Ils ont amené des gens. Vous savez quoi ? On va arriver au terme de cette première partie, de ce premier débat. Étienne, vous concluez. Je montre les caricatures en live de notre dessinateur Ignace et on passe à la séquence suivante. C'est pas ça qui est important. Vous savez, je comprends la discussion, savoir qu'est-ce qui a réussi à mettre 2 millions ou 2 millions de personnes dans la rue. C'est pas tellement ça qui compte, parce que, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est que même s'il y en avait 4 ou 5 millions, nous sommes dans un régime dans lequel la manifestation n'a pas de force contraignante. Donc ils peuvent s'entartiner complètement s'ils n'ont pas d'honneur. Et c'est le cas, ils n'ont pas d'honneur, ce sont des bandits, des voleurs, des traîtres. C'est ce que je dis. Nous serions 10 millions dans la rue, ils s'en foutraient totalement. Vous comprenez donc. Attends, laisse terminer Mike, laisse terminer Étienne. Ouais. Alors, en plus, ils sortent pas dans la rue. Mais je suis complètement d'accord en plus. C'est-à-dire qu'en plus, éteint par la télé, parce qu'on a laissé, et je crois que c'est probablement, il y a deux drames institutionnels que nous avons à vivre, c'est le fait de ne pas avoir la création monétaire et le fait d'avoir laissé les médias aux plus riches. Parce que les médias, je pense à la presse, la télé, les radios, mais je pense aussi aux agences de presse, aux instituts de sondage, et aux instituts statistiques. Le fait que nous... les plus riches, vous parlez plutôt des familles, les plus riches, des grandes fortunes qui détiennent des médias français, c'est ça ? La patronne du MEDEF qui est en même temps propriétaire d'un institut de sondage. Tout ça est scandaleux. Non, ça c'était à l'époque, vous parliez d'Orange Parisot. Mais ça continue. Mais ça fait longtemps qu'elle n'est plus à la tête du MEDEF. Non, mais d'accord, mais... Non, mais la situation est la même aujourd'hui. Les instituts de sondage sont des outils privés, qui sont des outils de formation de l'opinion, qui sont des outils de déformation de l'opinion. Et si nous voulons une démocratie, nous allons donner du pouvoir à l'opinion. Nous allons donner du pouvoir à ce que nous pensons, à ce que nous croyons. Les sondages sont l'information. Il est très important que nous ne soyons pas désinformés. C'est des petites, on va dire, consultations du peuple, quand même. Oui, mais ils sont truqués. Enfin, moi, j'ai 10 bouquins sur le trucage généralisé des sondages et les techniques de trucage. Ça devrait être un service public sous contrôle citoyen, absolument pas appropriable. Si tu veux, les riches ont réussi à prendre tellement le contrôle de la formation de l'opinion que il faut absolument reprendre le contrôle des médias, mais non au sens large, comme je vous disais, pas seulement la presse, la radio, la télé, mais c'est pas reprendre le contrôle au sens étatique. Je ne tiens pas du tout à ce que le journaliste devienne un organe d'État, mais je tiens à ce que les journalistes soient désignés dans la Constitution comme les sentinelles du peuple. Leur mission, c'est d'être des sentinelles du peuple. Il faut qu'on écrive dans la Constitution qu'ils ne sont pas achetables, c'est-à-dire que quand
Rothschild achète Libération parce que ça commence à bien marcher. C'était le journal du peuple, un journal qui défend le peuple. Le banquier se permet de le racheter et en fait un ennemi du peuple. Ça devrait être interdit dans la Constitution. Les journaux et les médias ne devraient pas pouvoir être achetés. Ils devraient être inaliénables. Enfin, là, non seulement il faut changer l'institution, mais il faut aussi changer vraiment en profondeur la mentalité des gens. La mentalité, vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Attention, madame, je rappelle que tu es chroniqueuse sur C8, hein, chez Hanouna. Non, mais moi, on apprend aujourd'hui que le 17 janvier, M. Emmanuel Macron, notre président, a invité une dizaine d'éditorialistes de la presse mainstream pour leur donner les éléments de langage sur la réforme des retraites. Et ça a été, oui, bien sûr, mais là, on sait que voilà, là, en plus, on le voit, on s'en cache pas, etc. Et le lendemain, dans la presse, dans Le Monde, sur BFM, etc., on avait les éléments de langage d'Emmanuel Macron qui disaient que c'était complètement inconscient de ne pas faire la retraite. Donc c'est quand même assez... Enfin, je veux dire, c'est même pas une histoire d'être avec un grand groupe de presse racheté par un gros actionnaire. C'est carrément le journaliste lui-même qui est dans une mentalité qui est dans une mentalité, excusez-moi, mais de merde. Enfin, je veux dire, il devrait même plus avoir la carte de presse. C'est une honte pour la profession, ces gens-là. Oui. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin de ce premier débat. On peut applaudir Myriam Palomba. Et alors, donc la particularité de cette émission... Je ne sais pas si vous vous souvenez de Droit de réponse de Michel Pollack, qui avait aussi un caricaturiste. Eh bien, vous pouvez l'applaudir, c'est Ignace qui est en coulisses avec ses premières caricatures. Je ne me sens pas en démocratie, encore moins avec ce Jupiter autoproclamé. Donc on a bien reconnu Étienne. Je vous laisse cette caricature. Il faut promouvoir le RIC pour qu'économiquement on soit moins rac. Toujours vous, Étienne. Étienne Chouard fait passer son message à Bistro Liberté. Adhérez au RIC et buvez du Ricard. Mais je crois que vous êtes à l'eau. Ne buvez pas d'alcool. Greg Tabibian répond invariablement aux décideurs. Je suis pas content. Belle caricature. Et ben voilà, la voilà pour toi. Chaque fois, vous me les Mike Borowski, gilet jaune et marinière bleu, blanc, rouge. Chaque fois, vous me les Et puis allez, une pour la fin. Macron psychopathe. J'aurais tellement aimé étudier son cas dans mon cabinet. Je devine que c'est Gérard Miller qui est caricaturé. Voilà, merci à tous. On enchaîne avec tout de suite la séquence confession. À tout de suite. Voilà donc la séquence confession à présent avec donc vous Étienne Chouard. Alors c'est très simple, 5 questions, une réponse par question, si possible courte. On y va. Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle ? Vivant ou mort ? Peut-être Assange, Julian Assange, ouais. Un journaliste modèle, quelqu'un qui, en plus d'être journaliste, donne le pouvoir aux autres journalistes d'être à l'abri des coups des gouvernements qu'il dénonce, ou des puissants qu'il dénonce. Donc c'est vraiment quelqu'un qui en plus connaît depuis longtemps le danger qu'il court en étant aussi dangereux pour les pouvoirs, et qui maintenant est torturé, je n'exagère pas. Le rapporteur à l'ONU sur la torture, Milzer, vient d'écrire un bouquin sur ce cas de torture d'un journaliste qui n'a rien fait de mal que de permettre de décrire les crimes des États, et qui est torturé et protégé par aucun gouvernement, ni le nôtre, ni aucun journaliste. Les journalistes se taisent, les journalistes se disant, parce que c'est bien la preuve que ce ne sont pas des journalistes, hein, ce sont des employés de milliardaires, défendus par personne. Et Juan Branco le défend pas mal quand même. Juan Branco. Juan, bien sûr, oui, mais Juan, il est un peu seul, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Ok. Oui, non, mais bon... malheureusement, c'est des réponses courtes. Hein, je suis obligé d'avoir... Mais bon, on a bien entendu votre réponse. La deuxième question. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Alors, je suppose qu'il y en a beaucoup, parce que vous venez à chaque fois avec plein de livres. C'est quoi celui-là ? Des livres, j'en ai des milliers. Alors, celui que je prendrais sur une île déserte et que je vous conseille à tous, comme vraiment c'est une source d'intelligence, c'est les propos sur le pouvoir d'Alain. Émile Chartier, qu'on appelle Alain, qui a fait des propos, c'était un blogueur avant l'heure,
En fait, il écrivait dans un journal. Chaque jour, il écrivait un propos. C'est un truc qui tient sur 2 petites pages de poche. Et c'est une fontaine d'intelligence. Donc ça se lit, ça se relit, c'est remarquable. Mais il y en a d'autres, il y a les essais de Montaigne. Enfin, il y a Troisième question. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout ? Le cynisme, c'est-à-dire l'indifférence à la souffrance d'autrui. Pensez à quelqu'un en particulier ? Oui, la plupart des politiciens, en fait, et la plupart des décideurs, en fait, nos mécanismes de décision, nos formes d'apprentissage, l'école républicaine, et c'est pas seulement en France, forment de plus en plus à la compétition, et donc à l'individualisme et à ce cynisme qui fait que ce qui compte, c'est d'arriver soi-même, et avec un manque d'empathie qui me paraît extrêmement problématique pour la survie de l'espèce. Nous avons des circuits de formation, des procédures de désignation des acteurs, des décideurs, des procédures de contrôle qui sont nulles de ces acteurs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les contrôler, ils nous échappent complètement, sur le plan politique et sur le plan économique, qui, à mon avis, sont déplorables. Et je pense que le trait de caractère le plus dangereux, c'est ce qu'on appelait le manque de vergogne à Athènes. La vergogne, c'est l'importance qu'on donne au regard d'autrui. Et pour les Athéniens, celui qui n'avait pas de vergogne devait être mis à mort. Pour te dire comme ils le considéraient ça comme quelque chose de dangereux. Alors qu'aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Ils sont tous sans vergogne. Ils se foutent du regard qu'on porte sur eux. Allez, c'est dangereux. Dernière question. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? Dans un nouveau Bistro Liberté, peut-être ? Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas ce que je serai dans 10 ans. J'aimerais bien avoir réussi à écrire un manuel du citoyen constituant qui serait théorique d'un côté, avec l'idée à défendre, et puis quand on le retourne, pratique avec des exercices constituants, des corrigés, des conseils. Et à mon avis, il nous faudrait un support qui permette à la population de se reconcentrer sur la source de ces mots. Et pour l'instant, nos discussions sont des discutailleries, on bavarde alors qu'on est impuissant et tout le monde s'en fout. C'est désespérant de voir que nous continuons à accepter de discuter pour rien, alors que ce n'est pas nous qui décidons, sans donner le moindre temps au processus constituant, à l'activité constituante, c'est-à-dire à l'écriture des règles de notre représentation. Donc je voudrais... Et ce qui me donne un peu de courage, c'est que j'ai découvert que Rousseau a écrit toute son œuvre en 10 ans. Donc je vais peut-être y arriver. J'admire beaucoup Rousseau. Il était vieux d'ailleurs, je crois qu'il a commencé à 60 ans ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, ce que j'aimerais bien, c'est vivre le moment où les électeurs vont se transformer en citoyens et vont devenir constituants. Si je pouvais vivre ça, il faudrait faire un film sur cette mutation, la préparation des ateliers constituants, et puis qui rende possible le moment où ça pète, et puis les politiciens qui essayent de prendre le contrôle, comme d'habitude, du processus constituant. On va élire une assemblée constituante. Mais là, cette fois-ci, il y a eu les citoyens, des électeurs qui s'étaient transformés en citoyens, qui disent non, qui font des grandes manifestations en disant pas du tout, on veut pas élire l'assemblée constituante, on veut écrire la constitution nous-mêmes. Et puis ensuite, le film montrerait la suite, c'est-à-dire, ça y est, on a enfin écrit des constitutions d'origine citoyenne avec une fédération des communes libres. Et ça change tout dans la vie, et le film montrerait ça. C'est Étienne Chouard, donc réalisateur. Voilà, merci beaucoup. Ce sera la réponse donc de cette dernière question de la séquence confession. On enchaîne tout de suite avec le second débat sur la réforme des retraites. À tout de suite.
mobilisation populaire contre une réforme impopulaire. Quelles sont les causes et les enseignements de cette crise sociale inédite ? Voilà pour finir cette soirée de Bistro Liberté avec notre invité ce soir, donc Étienne Chouard. On va parler du sujet qui fait l'actualité en ce début d'année. Je pense évidemment à la réforme des retraites. Mais on me dit dans l'oreillette, en effet, pour revenir à une information que tu citais tout à l'heure, en effet, la femme d'Alexandre Bompard est bien ministre, enfin, pas tout à fait, elle est secrétaire d'État chargée de l'enfance. Elle s'appelle Charlotte Cobel. Voilà, donc... Et puis, je rajouterais aussi une chose. Ouais. Son mari possède un trust de 3... Le président de Carrefour, c'est ça ? Le président de Carrefour possède un trust de 3 millions d'euros et elle possède seulement 2 actions de ce trust. Une action est valorisée 15 euros. C'est-à-dire qu'elle possède 30 euros du trust de M. Bompard. C'est pas illégal, ça. Non, c'est pas illégal, mais ça permet de se soustraire à la haute autorité du patrimoine et dire non, mais moi je suis pas millionnaire, je possède juste 30 actions d'un trust à 3 millions d'euros. Oui, elle a des milliers de pulls en cachemire, Madame Bompard. Ah non, c'est peut-être pas la même. Voilà, et on peut applaudir Thomas Séraphine qui est derrière nous. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Bon, d'ailleurs, c'est Rivarol qui disait que n'avoir rien fait est un énorme avantage, mais il ne faut pas en abuser. La France jugera, Thomas, la France jugera. Bon, en tout cas, on enchaîne avec ce débat, pas facile, de réforme des retraites. Donc cette réforme annoncée par le gouvernement d'Elisabeth Borne, je suppose qu'elle a dû vous faire beaucoup réagir, Étienne Chouard. Pourtant, il n'y a pas grand-chose de nouveau, puisque là encore, on utilise des mots à l'envers. Le mot réforme en français veut dire amélioration, ça veut dire transformation en bien. Et ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on appelle réforme des régressions majeures de toutes les protections sociales. Donc, appeler réforme ce dont il est question, c'est vraiment une escroquerie. Et à chaque fois que vous utilisez le mot réforme, vous devriez faire un signe avec les mains en montrant que vous n'êtes pas dupe, que vous savez que ça n'est pas une réforme, ça n'est pas une amélioration, c'est une régression majeure dans la protection sociale. Georges, tu as beaucoup de temps de parole en retard, donc j'aimerais que tu réagisses un petit peu quand même. Tout ça. Non, mais je voudrais juste revenir avec Étienne sur un concept que vous avez abordé avant cette séquence-là autour de la réforme des retraites. Moi, il s'avère que dans mon parcours académique, j'ai eu l'occasion de faire du marketing et surtout du neuromarketing. Donc, au niveau de la manipulation des masses, je vois un peu comment ça peut fonctionner. Est-ce que vous ne pensez pas que le concept que vous élaborez autour de cette démocratie très directe peut se heurter à ce qu'on appelle la manipulation de masse ? C'est-à-dire que si vous donnez l'ensemble des pouvoirs au peuple, mais que ce peuple n'est pas éduqué, n'est pas instruit par rapport au pouvoir qu'il a, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut arriver à des décisions qui sont elles-mêmes manipulées, qui reviennent au final à ce qu'on a actuellement, à savoir des décisions qui ne viennent pas de nous ? Oui, mais en même temps, je suis complètement d'accord. Si vous donnez du pouvoir à une opinion et que cette opinion peut être déformée, peut être désinformée, peut être trompée, vous allez vous exposer aux pires erreurs. Mais ce n'est pas du tout spécifique à la population. Les parlementaires, eux aussi, sont exposés à cette tromperie exactement de la même manière et ils sont aussi vulnérables. Les parlementaires et les décideurs sont pas à l'abri de ça. Donc, je pense qu'il y a des moyens de se protéger de ces manipulations, des moyens institutionnels. Nous pourrions d'abord protéger tous nos organes publics des outils de domination, des outils d'oppression comme le management qui est la science de l'oppression, ne devrait pas être dans les hôpitaux, dans les administrations. Nous devrions protéger nos décideurs de ces outils de pression. Et puis, là encore, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé des médias, mais tous les outils de formation de l'opinion devraient être sous contrôle citoyen et à l'abri de l'influence des riches, ne devraient pas être dépendants des riches. Donc, par exemple, l'école... Et l'école elle-même devrait être sous contrôle citoyen. Comment vous feriez, vous, à la tête du pays, pour que l'école enseigne la pleine liberté aux citoyens et qu'il soit... J'aimerais qu'on vienne à la réforme des retraites, quand même, parce que tu vas pas me faire le coup d'Étienne, à pas répondre aux questions. Donc, cette réforme des retraites, c'est pas un souci politique, selon vous, Étienne Chouard? Un suicide de qui? Du gouvernement, parce que c'est toujours d'aborder la réforme des retraites, ça n'a jamais réussi au gouvernement en place.
Mais comment ça doit vous plaire. Regardez le nombre de gens qui descendent dans la rue. Mais ils s'en foutent complètement, le nombre de gens qui descendent dans la rue. Ça peut pas les faire piller. Ah, mais pas du tout. Mais en 95, ça avait quand même fait reculer un petit peu. Voilà, parce que c'est des gens qui avaient un peu plus d'honneur. Et pourtant, c'était des gredins, mais ils avaient un peu plus d'honneur. Là, ils n'en ont plus aucun. Donc, tu peux manifester à 5 millions. Ils l'affrontent, puisque l'Union européenne l'impose. C'est l'Union européenne qui l'impose. Et ce sont des valets. Très peu de gens disent. Ce sont des valets de l'Union européenne. Et il y a longtemps que c'est prévu. Il s'agit en fait. Il s'agit pas de l'âge de la retraite. En fait, quand on change l'âge de la retraite, là, les gens sont déjà au chômage. Largement, déjà, ils ne vont pas à l'âge actuel. Donc, en fait, ce dont il est question, c'est de baisser le pouvoir d'achat, c'est d'appauvrir les retraités. Il s'agit d'appauvrir les retraités et de baisser la charge dans les bilans des entreprises pour laisser plus d'argent aux actionnaires. Vous pensez qu'ils vont avoir recours au 49.3 ? Macron, mais de toute façon, rien ne les empêche, puisque la Constitution leur permet de tordre le bras au Parlement. Et donc, mais il y a plusieurs outils comme ça dans la Constitution qui permettent à l'exécutif de tordre le bras au législatif, ce qui est profondément antidémocratique. En tout cas, ce qui est même profondément irrespectueux des populations. Et le fait qu'on sache que la population est contre une décision politique et que la décision soit prise quand même par les parlementaires ou par le gouvernement ou par les deux, est en soi révoltant. C'est bien la preuve que nous n'avons pas de constitution. Donc si tu veux, le sujet des retraites, c'est le sujet d'actualité, mais c'est un énième sujet sur lequel on va discutailler, bavarder sans effet. Je rappelle que notre discussion n'a pas d'effet, c'est pas nous qui décidons. Dans une constitution digne de ce nom, une constitution d'origine citoyenne, comme celle que je suis en train d'écrire, mais que vous pourriez écrire vous, que je vous invite à écrire vous depuis 20 ans, dans une constitution d'origine citoyenne... Alors ils sont un peu paresseux les Français, parce que regardez, il y a que vous qui écrivez. Oui, mais en même temps, je comprends qu'on n'attrape pas les bouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que les gens se disent, et c'est ce qu'ils me disent dans la rue, ils me disent, ouais, mais moi je commence à écrire, et puis je me dis, à quoi bon, comment ça va marcher, comment est-ce que ça va se transformer en quelque chose qui marche, et ne voyant rien, j'arrête parce que je ne veux pas travailler pour rien. Donc je comprends ça. C'est pourtant désespérant, parce qu'il n'y a que si les gens s'entraînent et entraînent les autres avec eux que ça va finir par déboucher en un mouvement de masse avec enfin une population qui veut devenir citoyen. Oui, parce que comme Greg, il n'arrête pas de gueuler, mais est-ce que tu écris, toi ? Ta constitution, Greg. Il a écrit. Tu fais que dénoncer, mais proposer, c'est pas mal aussi. En tout cas, j'ai commencé. En tout cas, dans une constitution digne de ce nom, et vous verriez que si vous l'écriviez, vous écririez quelque chose qui va dans ce sens, vous diriez la volonté générale, c'est ce que veut la population. Et le Parlement, le rôle du Parlement n'est pas de devenir la volonté générale. Le rôle du Parlement, c'est de regarder, de comprendre ce qu'est la volonté générale et de la traduire fidèlement. Il y a une règle en droit très importante que vous connaissez sûrement qui dit « la loi est l'expression de la volonté générale ». La loi est l'expression de la volonté générale. On se dit « ça va, j'ai compris ». Attendez, réfléchissez. En droit, l'indicatif vaut impératif. Quand on dit « la loi est l'expression de la volonté générale », ça dit, en fait, dans le langage des humains qui ne sont pas des juristes, ça dit « la loi doit être l'expression de la volonté générale ». C'est-à-dire que quand on dit « la loi est l'expression de la volonté générale », il y a un mandat qui est donné aux parlementaires de chercher la volonté générale et de la respecter. Et il faudrait écrire sous peine de félonie et de révocation. C'est-à-dire que si tu n'as pas respecté la volonté générale, tu es viré. Or, comme c'est écrit en langage juridique, on ne comprend pas ça. Quand on n'a pas fait de droit, on se dit la loi est la volonté générale et l'expression de la volonté générale, donc parce que c'est la loi, c'est la volonté générale. Pas du tout. En droit, quand on dit la loi est l'expression de la volonté générale, ça veut dire qu'il peut y avoir des lois scélérates. Alors que quand on comprend ça dans le langage de tous les jours, on se dit la loi est l'expression de la volonté générale, donc toute loi est bonne, toute loi est légitime, parce que c'est la loi. Mais monsieur vous croyez bien qu'il y a une façon d'écrire la Constitution qui empêche ces pièges. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je vais faire le parallèle avec les soignants, les pompiers, les administratifs suspendus. À chaque fois, on se retrouve avec la même chose. Ils sont suspendus. On nous dit, oui, mais en fait, le texte est constitutionnel. Ce qui est faux. En réalité, on ne le sait pas, parce que l'article de la suspension des soignants, en réalité, n'est pas allé au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, des avocats font une question de constitutionnalité sur cet article-là. Le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, non, ça, on s'en fout. On ne le fait pas passer au Conseil constitutionnel.
constitutionnel. Et donc, du coup, on a 20, 30, 40 000, on n'a pas les chiffres aujourd'hui de gens qui sont suspendus, qui gagnent 0 €, qui pourtant ont cotisé et dont on vole des cotisations. C'est un scandale sans nom. C'est un des plus grands scandales là-dessus. Non, mais c'est un des plus grands scandales qui soit. Mais en fait, on n'a même pas le droit au chômage en plus. Et mais ce qu'il faut comprendre. Ça n'a jamais été vu depuis 58. Hein. Oui, mais ce qu'il faut comprendre. Mais ça ouvre une boîte de Pandore en plus, parce que d'autres salariés auront ça. Quand ils désobéiront à l'État, les d'autres salariés auront ça aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont eu le culot, c'est les soignants, hein, qui ont eu le culot de dire non mais je veux pas être vacciné et je vais l'afficher. Parce qu'il y en a plein qui ont refusé d'être vaccinés et puis qui ont fait semblant parce qu'ils sont les soignants. C'est ceux qui peuvent le plus facilement vacciner le lavabo ou le coussin et dire « je suis vacciné » sans l'être. C'est eux qui pourraient le faire. Donc ceux qui ont eu le courage, l'honnêteté, mais surtout le courage de dire « je refuse le vaccin et je le montre », c'est des vrais opposants politiques. Des opposants politiques au sens... le même sens que vous utilisez quand vous parlez d'une dictature chez Pinochet. Il y avait des opposants politiques, Pinochet les prenait dans des avions, il les larguait sur l'océan, ça faisait des disparus. Ça nous révolte quand on maltraite les opposants politiques. Eh ben, les suspendus, c'est les opposants politiques probablement les plus dangereux pour le pouvoir parce qu'ils sont désobéissants et ils l'assument alors qu'ils pourraient tricher pour continuer à vivre. Et le fait de les martyriser comme le pouvoir le fait, de façon complètement impunie, parce qu'il n'y a pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution. Digne de ce nom, on a une fake constitution. Le fait de ne pas être capable de défendre les citoyens, j'allais dire concitoyens, mais j'aime pas ça, mais les citoyens, les résistants, quoi, hein, le fait de ne pas pouvoir les défendre de la même manière qu'on ne peut pas défendre Assange est un crève-cœur. Mais c'est gravissime, hein, ça fait penser à 1984, dans lequel Big Brother vaporise ses opposants. Ils disparaissent. Mais est-ce que c'est la Constitution en elle-même qui est nulle, ou les gens, ce qu'ils en font? Parce que quand on regarde, par exemple, l'article 2, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc à la base, ça devrait agir pour le peuple. Pareil, on a quand même des trois notions qui sont importantes, fraternité, égalité, liberté. Et ce sont des choses qui n'ont pas été respectées. Moi, je sais que, par exemple, pendant la crise sanitaire, je parlais souvent d'articles de la Constitution qui ont été bafoués. Et si on s'en tenait déjà à cette Constitution-là, peut-être qu'il y aurait moins d'injustice qu'il y en a actuellement. Je comprends votre point de vue. Et il se défend un peu, mais je peux vous dire que même si on appliquait la Constitution, ce serait nul quand même. C'est-à-dire que c'est pire encore que la Constitution, puisque même la Constitution, il ne l'applique pas. Vous avez raison, ça pourrait être un peu mieux si on l'appliquait. Mais quand vous avez parlé de l'article 2 pour le peuple, le régime pour le peuple, par le peuple, vous avez la série des 80 autres articles, 85 autres articles qui démentent, qui contredisent cette pétition de principe qu'il y a au départ. On a la même chose dans la Constitution européenne, où au début on te dit l'Union européenne, ça va promouvoir la prospérité, la paix, l'amitié entre les peuples, la défense du pouvoir d'achat, et tout le reste derrière, donc ça, alors les gens lisent ça, et puis comme c'est un document épais comme ça, ils lisent pas la suite, ils disent ça commence bien, donc ça continue bien. Mais en fait, tout le reste des institutions européennes organisent la guerre de tous contre tous, la concurrence. Je crois que le principal problème de notre Constitution, c'est qu'à aucun moment, il y a de responsabilités qui sont dues au gouvernement et au chef du gouvernement. Parce que quand on lit l'article 5, par exemple, on dit le président assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Là, actuellement, l'hôpital ne fonctionne pas. Il le détruit. On devrait pouvoir le dégager, en fait. Exactement. Mais Myriam, qu'est-ce qui change là? Qu'est-ce qui manque? Il manque dans notre Constitution un organe, une institution qui soit capable de surveiller l'exécutif. Mais normalement, c'est le Conseil constitutionnel qui devrait faire ça. Ils sont juste une machine enregistreuse. Mais ils sont nommés par le président de la République et par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Dans cette Constitution, le Conseil constitutionnel est un fake, c'est un faux, c'est un organe qui est composé de vieux grigous de la politique. Il n'y a que des vieux bandits qui sont chargés de surveiller les jeunes bandits. Et donc, ils ne les surveillent pas du tout, ils sont complices. Et donc, le Conseil constitutionnel... Mais c'est la même chose pour les retraites. Et c'est pareil pour les retraites. Il a raison. Les spécialistes de droit constitutionnel en France, c'est Jack Lang, Olivier Duhamel et Evelyne Pizier. Non mais attendez, on sait de quoi ils sont convacus. Non mais c'est terrible. Ils sont convaincus par quoi? Hein? Je ne sais pas, je vous laisse aller chez Thomas Séraphine. C'est terrible. Les constitutionnalistes en France, voilà, ce sont ces gens-là. C'est terrible.
Le problème, c'est que faites attention. En tout cas, il est très professionnel parce qu'il a repéré le micro qui était là. Voilà, bravo. Thomas Séraphine, on peut l'applaudir bien fort. Faites attention, la Constitution n'est pas un problème de droit. Mais est-ce qu'on peut destituer le président, par exemple? Parce que l'article 68, qui peut destituer le président, on en parle. Le fameux 68 dont tout le monde revient beaucoup en ce moment. Mais il faudrait que le Parlement soit majoritaire à le décider. Or, la Constitution construit précisément une majorité qui est automatiquement favorable au président. Vous n'aurez jamais. Donc, non, mais le problème, c'est aussi que les citoyens, ils en ont rien à faire. Parce que si tout le monde allait voir son petit député pour lui dire, écoute, t'as intérêt à te bouger les fesses et à voter à l'Assemblée tel truc, parce que sinon, moi, je vais te faire, bon, excusez-moi, pas la peau, mais voilà, je suis. Non, mais je vais surtout tout faire pour pas que tu sois réélu. Les Français n'en ont plus rien à faire. Enfin, ils ont complètement lâché aussi leur pouvoir. Aujourd'hui, quand j'entends parler de l'État, effectivement, quand on parle d'indemnité, il faut que l'État nous aide. Mais les gens, ils ont carrément oublié que l'État, c'était eux, en fait. Et que ce que l'État allait donner en aide, ils allaient le payer en impôts. Enfin, les gens, ils sont... Enfin, excusez-moi, mais moi, je vais peut-être me faire des ennemis, je vais peut-être perdre plein de gens, voilà. Mais les gens, franchement, sont des abrutis. Je suis désolée. Greg, j'essaie de faire le lien entre ce que tu disais sur les gens sont les abrutis. Non, mais si, sur ce que tu parlais du rôle des médias et sur la réforme des retraites et sur ton projet constituant. Je vais essayer. Ah oui, réforme, je croyais que tu voulais que je mette ta constituante, c'est quand même con. Mais si on peut parler de la réforme des retraites. L'affaire de la réforme des retraites, là, elle illustre un problème médiatique qu'on a quand même un peu évacué vite, alors qu'il est quand même central. Et qui rend peut-être plus recevable aujourd'hui une critique qui était faite avant que justement à l'époque. C'est beau. Parce qu'on a atteint des proportions... Elle n'est pas nécessaire, cette réforme. Je regarde le traitement médiatique aujourd'hui de la réforme des retraites, il est incroyablement sidérant. Il y a des axes de au-delà même de cette réunion, des axes de manipulation majeurs dans la façon dont le langage est employé. Dès qu'on parle du gouvernement, on emploie toujours un narratif. Regardez, tous les journalistes emploient un narratif de la connaissance. Le gouvernement sait que, le gouvernement a vu que, le gouvernement connaît que. Le manifestant, l'opposant, a le sentiment que, il a l'impression que, il croit que, il ressent que. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je suis assez atterré de voir la figure du journaliste contemporain comme on est en train de remplacer le syndicaliste. Je vois beaucoup de débats en ce moment, c'est vraiment la mode. Ça, on prend 3 politicards, 25 prolos, et puis à un moment, il y a toujours le moment où la journaliste va se jouer, on ne sait pas pourquoi, représentante du peuple. Je sais plus, je peux plus te citer le nom de la journaliste, mais c'était une émission avec Olivier Dussopt, puis à un moment, la journaliste récemment lui dit « Mais attendez, si monsieur machin il vous dit ça, est-ce que vous dites banco ? Qui tu es ? Tu n'as pas de pouvoir de coercition, tu n'as pas de mandat représentatif, tu n'as pas de pouvoir de faire chier par la rue. » Donc il y a une mise en scène du journaliste défenseur du peuple dans une sorte de mascarade médiatique un peu pétée. Ce que je veux te demander, c'est que, ok, l'argument de dire, si on tire totalement au sort, ceux qui vont exercer les responsabilités vont être soumis aux mêmes biais, aux mêmes manipulations que les autres, donc pourquoi pas banco. Mais là, avec le degré de manipulation médiatique contemporain, je me pose la question. C'est la même question que... Oui, mais je me pose la question parce que... Allez, Étienne, réponds, parce que tu vas faire une question encore plus longue que sa réponse, toi. Donc en fait, il n'est pas manipulé comme le prolo. La réponse d'Étienne. d'Étienne. Il donne l'élément aux médias qui le donne au prolo. Donc est-ce qu'il y a vraiment égalité ? Enfin, le prolo, excusez-moi. La réponse d'Étienne, s'il vous plaît, parce que... Non, mais le prolo est souvent plus éclairé que celui qui a... On l'a vu pendant la crise sanitaire. Qu'est-ce que tu proposerais, toi, par rapport aux médias, pour empêcher à terme qu'on ait des générations suivantes qui soient... Parce que allez, on laisse le sens commun, la common decency, alors, la réponse d'Étienne. BFM TV lui fait du mal tous les jours. Oui, bien sûr, absolument. Donc, mais je pense que les médias devraient être inaliénables. Ça fait 15 ans qu'on réfléchit au référendum d'initiative citoyenne et qu'on associe donc, référendum, tu donnes le pouvoir à la population, à sa propre initiative. Okay. Elle peut poser des questions et elle peut y répondre. Donc elle peut décider. Le RIC, c'est la souveraineté. Le RIC, c'est la démocratie. C'est le pouvoir, c'est le peuple qui enfin choisit des sujets et qui décide sur ces sujets. Ça, c'est la démocratie, le RIC. Et en même temps qu'on y réfléchit, on sent bien cette objection que, pour l'instant, si nous sommes désinformés, si les riches ont les moyens de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts, par RIC, on va enquister des décisions terribles pour nous,
C'est-à-dire que nous allons voter nous-mêmes des décisions terribles parce qu'on se sera fait tromper par les médias. La légitimité de ça, en plus. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans les ateliers constituants, quand on réfléchit à instituer le RIC, on fait attention à instituer en même temps, dans le même article, des médias qu'on rend indépendants. Alors il y a 2 façons de faire. Voilà. On en a trouvé 2, mais peut-être que tu en trouveras d'autres. Hein. L'intérêt des ateliers constituants, c'est que justement on réfléchit à ça et on invente des choses. Il y a la façon qui consiste à faire comme avec les juges. Les juges, normalement, quand ça marche bien, les juges sont indépendants. C'est-à-dire que nous décidons, nous citoyens, nous préférons avoir des juges que nous payons, nous, avec nos impôts, plutôt que ce soit les riches qui payent les juges. On n'a pas envie que ce soit les riches qui payent les juges, alors on décide de les payer nous, et on n'a pas envie que le gouvernement, le Parlement, les autres pouvoirs puissent aller dire aux juges ce qu'ils doivent juger. Donc on veut qu'ils soient indépendants, et on institue les juges pour qu'ils soient indépendants, et normalement ils devraient être contrôlés par d'autres que les juges. Et là, ils ne le sont pas. Bon. Eh bien, on pourrait faire pareil avec les journalistes. On pourrait dire, nous voulons payer les journalistes. Voilà. On ne veut pas que ce soit Bolloré qui paye les journalistes. On ne veut pas que ce soit Arnaud qui paye les journalistes. On veut que ce soit nous. Non, mais là, excusez-moi, vous dites un peu n'importe quoi. Je vais vous expliquer. Parce que, en fait, aujourd'hui, je reviens toujours à mon truc de départ. Ça pourrait être une des voies. Les journalistes, s'ils sont détenus, si les grands groupes de presse sont détenus par des milliardaires, c'est justement parce que la presse notamment, va mal et qu'on a été obligé la presse qui est subventionnée au passage. Enfin, qui est subventionnée, mais pas suffisamment pour pouvoir employer un nombre de journalistes suffisant. Voilà, et pourquoi elle ne va mal? Parce que les gens ne s'informent plus, c'est un cercle vicieux. Au départ, ça vient du fait que les gens ne vont plus chercher l'info, ne vont plus... Ça contredit pas ce que je dis. Bah si, parce que c'est pas juste une question de financement, c'est parce que les gens, ils ne prennent pas en main leur destin. C'est la même chose avec les journalistes. Quand les gens ne veulent pas s'informer, je suis désolée. Vous voulez dire quand ils ne vont pas acheter le journal? Voilà, acheter le journal, qu'ils ne s'étonnent pas qu'après on ait besoin de financement autre que juste le fait de payer le prix de la diffusion. Non mais c'est une réalité. Moi j'ai 23 ans de boîte derrière moi, j'ai dirigé des journaux. Je peux vous dire que c'est bien beau de dire les milliardaires, mais aussi les gens. Mais c'est peut-être aussi parce que les journaux sont mauvais, hein, excuse-moi, c'est comme le cinéma. Non, les journaux. Vous avez raison. C'est-à-dire que les journaux. Oui, tu as raison. Les journaux sont mauvais. Mais pourquoi ils sont mauvais? C'est parce que comme les gens lisent moins, il y a de moins en moins de journalistes pour faire le boulot au sein des rédactions. Non, mais surtout, les gens s'informent différemment. Et les gens, ils s'informent que par la gratuité. Non, mais sur Internet, c'est vrai que... Alors, Georges, tu veux... Moi, ça n'a rien à voir, la question que je posais, mais je vais quand même la poser. Bon, alors vas-y. Merci à toi. Ça m'aide pas, mais vas-y. Non, mais en fait, je voudrais revenir avec Étienne autour d'une... Tout à l'heure, tu as parlé de l'Union européenne et de la réforme des retraites. Pourquoi ce narratif, on ne le retrouve pas à droite comme à gauche, à droite ou à gauche, hein, ça dépend comment on le place. Greg en a un peu parlé, Pierre-Yves Rougeron en a un peu parlé aussi, mais pourquoi il n'y a aucun manifestant pendant la réforme des retraites, là, celle que j'ai vue récemment, pourquoi il n'y a aucun manifestant qui vient poser la question de l'implication de l'Union européenne dans cette réforme des retraites? J'en ai vu, dans la manifestation, j'en ai vu des panneaux. Patrick Cohen dans la gueule à une vitesse, camarade. Tous les militants de l'UPR, là, ils ont des panneaux pour rappeler François Asselineau, hein, c'est ça. Asselineau, ouais. Mais l'UPR, c'est une chose, mais c'est rien par rapport à la CGT, par rapport à la LFI, par rapport à la NUPES, par rapport à... Oui. Ouais, non, là, les autres que l'UPR et Asselineau, ils sont pas assez rebelles à l'Union européenne. La CGT, quand même. La CGT est tenue par les syndicats. Les syndicats d'Europe sont financés par l'Union européenne. C'est bien de le dire parce qu'on l'entend. Enfin, moi, je l'entends très rarement. Et c'est depuis qu'ils sont financés qu'ils ne peuvent plus mordre la main. Et d'ailleurs, pourquoi vous voulez qu'on soit tous syndiqués alors, du coup? Alors c'est ça, j'ai entendu ça, là. Moi j'ai entendu ça dans la présentation, mais pour moi il y a... Mais tu es contre les syndicats? Non, pas du tout, pas du tout. Nous devrions nous syndiquer, mais nous devrions créer de nouveaux syndicats, parce que les syndicats actuels sont dépendants pour leur financement de l'Union européenne. Donc ça les rend pas hostiles du tout à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'en fait ça nous empêche de cibler l'ennemi principal, hein, parce que les consignes viennent de l'union européenne. Alors je voulais revenir sur les retraites. Oui. J'ai vu un compte YouTube. Alors, vas-y, Étienne, tu voulais finir rapidement tout à l'heure sur la... J'étais en train de dire à Myriam, là, une des possibilités pour avoir des médias qui soient indépendants et donc qui créent un vrai pluralisme et qui ne soient pas où l'ensemble des médias ne soit pas finalement la Pravda des milliardaires qui disent tous la même chose et qui...
ça pourrait être de les traiter, nos journalistes, comme on traiterait les juges. Nous voulons les payer et nous voulons les rendre indépendants des puissances d'argent et des puissances politiques, du gouvernement. Donc on les rend indépendants et puis on les contrôle quand même parce que c'est super dangereux. Hein. Le pouvoir des journalistes, il est très dangereux. Ils peuvent abuser de leur pouvoir et donc il faudrait qu'ils rendent des comptes comme les autres pouvoirs. C'est une possibilité, mais on pourrait aussi dire... nous décidons que les médias doivent appartenir à ceux qui les font et à ceux qui les lisent. Voilà, on fait comme des scopes. C'est-à-dire qu'on dit ça ne peut plus être acheté, on ne peut plus acheter un média. Un milliardaire ne peut plus s'offrir une radio, une télé. Si un média marche, il faut qu'il reste dans les mains de ceux qui produisent l'information et de ceux qui la lisent. Donc on en fait des scopes, un peu, pour vous donner une idée. C'est une façon de rétablir une indépendance de la... Et tu as d'autant plus raison. Alors mais il y a eu le scandale de l'attribution des fréquences TNT aussi. Là, on se souvient tous de l'affaire numéro 23, où quelqu'un qui avait mis en capital social appel. Voilà, Didier Maistre s'en est beaucoup occupé de cette affaire. Et quelqu'un a revendu, c'était au groupe Altis, je crois, voilà, c'était Pascal Ouzelot. Et c'est fait, Mais c'est incroyable que nous incroyable. Mais c'est vraiment... un chiffre incroyable, cette fréquence qui était à la base... fréquences qui sont distribuées par le CSA, enfin le nouvel Arcom, et qui est donc un bien public, quoi. Je pense qu'il y a un enjeu... faire une plus-value sur une revente de fréquences, d'attribution de fréquences, c'est quand même assez incroyable. Un des deux points d'attention principaux... Fréquences qu'ils ont obtenues gratuitement, hein, je le rappelle. Ouais. Il me semble qu'il y a deux sujets vraiment principaux sur lesquels nous devrions nous concentrer... Pour réfléchir à une démocratie, il faut absolument reprendre les médias aux riches, ça c'est très important, et il faut reprendre la création monétaire aux banquiers. C'est vraiment deux choses très importantes sans lesquelles... Alors bien sûr, il faut aussi reprendre le processus constituant aux politiciens, il faut reprendre le processus constituant aux politiciens. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir une insurrection, je ne sais pas quand, et ça m'est égal. Le prétexte, je ne peux pas vous dire quand, et ce n'est pas parce que je ne peux pas vous dire quand que ça n'aura pas lieu, ça va avoir lieu. Mais les choses ne changeront que si, dans le chaos de l'insurrection, les politiciens de l'opposition, de l'ancien régime, vont sortir en disant « on va vous aider, on va vous émanciper, on va s'émanciper, on va élire une assemblée constituante ». Et là, il faut que la population soit, parce qu'elle est entraînée, il faut qu'elle résiste en disant « non, on ne veut pas élire l'assemblée constituante, on ne veut pas que ce soit les politiciens, on ne veut pas que ce soit les élus qui écrivent les règles de notre représentation. On veut que les représentés, nous voulons écrire nous-mêmes les règles de la représentation. Et il n'y a que ça qui changera. Donc, si tu veux, il faut que nous soyons capables d'écrire nous-mêmes la Constitution, il faut qu'on pense à instituer une monnaie digne de ce nom, sous contrôle citoyen, où le pouvoir que nous instituons, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, il faut que le pouvoir que nous institutions ait aussi le pouvoir de création monétaire avec la mission d'être employeur en dernier ressort pour qu'il n'y ait plus le chômage. Parce que le chômage, c'est la tenaille, hein, c'est la tenaille qui permet le chantage permanent à la docilité. Nous sommes rendus dociles par un chômage qui est une construction politique. Et le chômage n'est pas du tout une fatalité, c'est pas du tout... impossible à combattre. C'est très facile à combattre. Avec la création monétaire, vous mettez fin au chômage en quelques semaines, quelques mois peut-être. Voilà. Le chômage est une construction politique. Donc il faut rétablir. Donc, nous devons écrire nous-mêmes la Constitution. Construction politique, c'est volontaire. Il faut que vous lisiez, j'ai amené le livre, j'ai pas le droit d'avoir mes livres, mais j'ai amené le livre La société ingouvernable de Chamaillou. Chamaillou a écrit 3 bouquins qui sont 3 bouquins absolument remarquables. La théorie du drone, Chasse à l'homme, c'est flippant, mais c'est tout à fait extrêmement documenté. C'est un universitaire, il y a des centaines de notes à chaque fois. Et surtout le 3e bouquin, Société ingouvernable, où il explique, et c'est très utile pour nous pour comprendre ce qu'on doit faire aujourd'hui. En 68, en France, il y a eu les événements qu'on connaît. Donc il y a eu une espèce de révolte contre l'autorité dans la famille, l'autorité dans l'entreprise, l'autorité dans l'État. Il y a eu une indiscipline qui s'est révoltée, qui s'est révélée et qui a conduit à la révolte, mais ça a eu lieu partout sur Terre. Partout sur Terre, il y a eu des révoltes du même tonneau. Et Chamaillou explique il donne plein d'exemples de citations des lettres des patrons qui s'écrivent entre eux en disant « c'est foutu, ils n'obéissent plus, le capitalisme est foutu ». Ils s'écrivent entre eux, ils déprimaient, les patrons déprimaient en disant « ça y est, ils n'obéissent plus, il va falloir trouver autre chose ». C'est vraiment la République des copains aussi. Mais c'est incroyable. Alors c'est très très intéressant de voir leur panique quand nous n'obéissons plus et de voir les quelques patrons qui ont dit « mais non, si, on va quand même » et qui ont décidé de reprendre la main et qui ont dit « il faut détruire les syndicats, il nous faut un chômage de masse,
Il nous faut, et qui décide les outils du chantage. La société ingouvernable, c'est un livre important pour comprendre le côté volontaire, le côté c'est décidé. Les termes du chantage ne tombent pas du ciel comme ça par hasard. Mais et donc, je vais juste prendre l'exemple à nous de recréer les syndicats. De la crise des années 30 en Allemagne, où il y a eu une hyperinflation. Vous pensez sincèrement que cette crise-là, qui a abouti à l'émergence du mouvement ordolibéral allemand qu'on subit aujourd'hui actuellement, puisque c'est sur quoi est basée la construction économique européenne, cette crise-là des années 30 en Allemagne, vous pensez que c'est une construction politique ? Non. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que c'est une hyperinflation, et vous aviez dit tout à l'heure que l'inflation est une construction... Non, mais je ne dis pas que avec un chômage où on allait chercher son pain avec des barquettes de billets parce que la monnaie ne valait plus rien. Je pense que c'est plus de la décision des hommes et peut-être des mauvaises décisions, mais... C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut aussi... Puisque tu parles des années 30, on voit ce que ça a amené derrière. Sûr, et la démocratie, ça peut parfois amener des choses qui ne sont pas forcément positives. C'est pour ça que vous ne la remettez jamais en cause, la démocratie ? Ou est-ce qu'il n'y a pas certains cas dans l'histoire ? Mais ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas eu de démocratie du tout, là. Non, mais c'est la création de monnaie qui a créé... Non, mais moi, ça m'a fait... Oui, c'est rien à voir, mais ça a fait penser quelque chose à... Ça m'a fait penser à autre chose. J'ai fait une digression. Qui parlait des années 30. C'est qu'il y a un risque d'erreur. Nous risquons de nous tromper. Parfois, le peuple peut être manipulé comme il l'a été dans les années 30, comme il peut l'être aujourd'hui actuellement. Aujourd'hui actuellement, on voit que chez les jeunes, par exemple, ça me concerne. Aucune offense envers vous, mais bon. Non, mais vraiment. Mais chez les jeunes, on a aujourd'hui un recul de la connaissance scientifique. C'est-à-dire que les jeunes croient de moins en moins en la science. On a l'émergence de parfois certaines attirances pour l'astrologie. Pourtant, il y en a beaucoup qui sont allés se faire vacciner pour aller au resto. Mais c'est-à-dire qu'il y a la crédulité chez les jeunes est grandissante. C'est-à-dire qu'on va leur proposer un système de valeurs qui n'a rien à voir avec le rationnel et ils vont être d'accord. Parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils passent 3 à 4 heures par jour sur leur téléphone. Donc comment voulez-vous que ces gens-là, on leur explique qu'ils ont un droit à gouverner, qu'ils ont une puissance de gouvernance? Comment voulez-vous que ces gens-là, qui ont une capacité de faire des erreurs, on leur dise « vous pouvez gouverner ». Vous ne pensez pas qu'il y a un risque? Mais je trouve que là, excuse-moi, je vais insister, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, il me semble que ça n'est pas spécifique. Les parlementaires peuvent eux aussi se tromper. Toutes les guerres du monde sont votées par des parlements. Pas par les peuples, c'est jamais les peuples qui décident des guerres, c'est toujours les parlements. Les représentants sont capables, nos représentants, gouvernants et élus, sont capables de commettre les pires erreurs. Et là, tu es là, et je ne dis pas que tu as tort, je dis juste que ce n'est pas spécifique à la population. Oui, les humains, nous risquons de nous tromper quand nous allons décider. Oui, que nous soyons élus, mais alors, tu ne vas pas renoncer à décider pour autant. C'est-à-dire que potentiellement, si on est amené à faire des décisions qui plongerait notre pays, peut-être que c'est dans le chaos. Mais c'est ce qui est chaos. Je pense qu'on a une mauvaise définition de ce qu'est le chaos. On est peut-être dans une situation qui est difficile, politiquement instable, je vous l'accorde totalement. On n'est pas dans le chaos. Il y a des pays actuellement qui le sont. Dans le Donbass, on est dans le chaos. Voilà, c'est intéressant. On n'est pas en France dans le chaos. Je suis désolé. On crée de la monnaie sur rien. On crée de la monnaie sur rien. Et la conclusion de ce qui va se passer, ce sera le chaos. Tu considères qu'on est dans le chaos déjà? Non, on va arriver dans le chaos, ce sera la conclusion. Peut-être, mais on a la chance de n'y être pas. On a eu la révolution avec les assignats. Tu as parlé des années 30, c'était aussi une création monétaire et donc a fait l'hyperinflation. Là, aujourd'hui, on crée beaucoup plus de monnaie qu'à l'époque des assignats ou de la République de Weimar. Et donc, le chaos viendra. C'est comme ça. En tout cas, le président de la République, pardon, je reviens au sujet du débat, ce qui est un peu difficile, il a parlé de réformes justes et responsables, sous-entendu que les opposants sont peut-être injustes et irresponsables. Oui, mais enfin bon, l'élection porte au pouvoir les meilleurs menteurs. Donc lui, c'est un menteur professionnel, il fait bien son boulot de mensonge, mais il fait que mentir. Il faut rappeler que la retraite, c'est notre plus grande réussite. La plus grande. Allez, la conclusion. C'est l'objet. C'est super important. Nous avons nous-mêmes, la classe ouvrière, les travailleurs, ont mis en place un régime dans lequel, pour assurer la dignité des vieux,
chacun sachant qu'il va devenir vieux. C'est égoïste, hein, c'est un altruisme bien pensé, enfin c'est un mélange d'égoïsme et d'altruisme. Nous avons mis en place un régime que nous gérions nous-mêmes avant que l'État nous le pique et se mette à tout dévaster. Mais nous avions conçu un régime dans lequel le financement se calcule de façon simple et invulnérable. Chaque année, dans 20 ans on ne sait pas, mais chaque année on sait pour l'année prochaine combien il va y avoir, en gros c'est même très précis, combien il va y avoir de salaires versés et combien il va y avoir de pensions à verser. Et donc, par une simple division, on arrive à savoir le taux de cotisation nécessaire pour que le truc soit à l'équilibre. Et ça, c'est invulnérable. Il n'était pas à l'équilibre. Il était à l'équilibre. D'après ce que nous disent. Non, mais là, d'après ce que nous disent nos gouvernants, il est à l'équilibre. Il ne serait plus si on ne le réforme pas. C'est faux. Attends. Macron est obligé de nous dire que dans 40 ans, il le sera pas. Non, mais gardez l'idée simple. Là, vous vous trompez. Je ne parle pas de cette année. Moi, je fais que rapporter ce que j'entends. Oui, mais je te parle du système de retraite à l'origine. Il est fabriqué. Il n'est pas tenable, c'est ce qu'ils nous disent. Mais si, il est tenable. Il est tenable si tu gardes les cotisations au taux qui est nécessaire pour que ce soit équilibré. Donc, pendant des décennies, nous avons géré un budget de l'ordre de 300 milliards. Donc, c'est une grosse affaire. Nous l'avons géré nous-mêmes et on était tout le temps à l'équilibre. Pourquoi ? Parce que chaque année, on savait combien il y avait de salaires qui allaient être versés et on savait combien de pensions il y avait. Et c'est toujours le cas, nous savons. Et donc, nous décidions du taux de cotisation nécessaire à l'équilibre. Depuis que Balladur a décidé de geler les cotisations sociales, eh ben il a fait un trou dans la coque du navire insubmersible et le navire coule, mais parce qu'il est sabordé. Et aujourd'hui, on est en train... Alors, on a baissé les pensions, on a augmenté l'âge, c'est-à-dire qu'on essaye de rafistoler des trucs, mais en même temps, ils sont en train de couler le système. Le système tient par l'équilibre des cotisations qui est très facile à calculer. Le système est insubmersible financièrement. Nous avons le meilleur système, la meilleure protection. Et là, les gens qui l'ont détruit sont en train de faire semblant de le défendre, mais rappelez-vous... Il faut tirer au sort. Eh bien, ce sera... Voilà, ce sera le mot de la fin, en tout cas. Merci de m'avoir permis de conclure, Thomas Sérafine. En tout cas, donc les dernières caricatures, Philippe Martinez avant le 19 janvier et après, je vous laisse juger. Merci Ignace. La réforme des retraites et la pédagogie, toi être contre, car toi pas comprendre, comme moi vouloir ton bien, moi décider pour toi, Emmanuel Macron. On peut l'applaudir. Qui aime bien, châtie bien, réforme des retraites, et vous allez voir à quel point je vous aime. Ça va faire agir. Enfin, la dernière. Oh là là, t'inquiète pas, Kylian, grâce à la retraite à 64 ans, t'auras encore plus de chances de gagner des Coupes du Monde. Voilà. C'était donc la dernière caricature d'Ignace qu'on peut applaudir bien fort. Merci à tous, merci à notre équipe, à Raphaël Daudeville à la réalisation, à Solange, à Mathilde, à Marine et à Maxime, si je n'en ai oublié aucun. Et on se retrouve quant à nous dans 15 jours. Et Pierre Husson, si, j'avais oublié Pierre Husson. Et enfin, vous me conseillez donc L'enjeu des retraites de Bernard Friot aux éditions, donc à lire aux éditions La Dispute, Travail et Salariat. Merci beaucoup Étienne Chouard, à dans 2 semaines. Bye bye.